Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre plateau Can We Talk. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Je suis accompagné de my man, Mr. Tracy Enzo, comme l'a fait, tu sais déjà, what up bro. Wouh wouh. On est là, on est présent dans la maison. Yeah, on est présent dans la maison. Je vais même faire la petite musique. Can We Talk. Faut sortir ton album, hein, mon gars. Mec, je t'ai dit, je rappais. Hein, bon. Entre le rap et le chant. Entre le rap et le chant, mon gars, c'est pas la même, hein. Toi, tu sors les vocalises. Pareil, il arrive à faire les deux dans... Lui, il arrive à faire les deux, effectivement, mais Non, c'est vrai que c'est pas pareil. Et ouais, je pense que dans une autre vie, j'aurais pu être chanteur, hein. À voir si après chanteur de zouk ou R&B, je sais pas, peut-être les deux. Mais j'ai l'impression que souvent les gens qui s'adonnent au rap, ils kifferaient savoir chanter. Et ceux qui savent chanter, ils kifferaient savoir rapper, tu vois. J'ai l'impression, et ceux qui ont les deux, voilà, tu vois, les Lauryn Hill, c'est la bénédiction ultime, tu vois. Mais bon, enfin bref. CTA ou c'est comment? Ladies and gentlemen, vous le savez déjà, cette émission est sponsorisée par la Nekao School. Yeah. Alors, qu'est-ce que la Nekao School? Puisque peut-être que vous ne connaissez pas ce programme. Au-delà d'un programme, c'est un accompagnement. Un accompagnement qui est destiné aux personnes qui souhaitent s'améliorer financièrement, qui souhaitent développer leurs connaissances par rapport aux différents types de placements que vous avez à disposition, que ce soit à travers la bourse, la crypto, l'immobilier, et que ce soit aussi pour des personnes qui ont des difficultés à gérer leur propre argent. Eh bien, la Nekao School englobe tous ces éléments-là et elle est essentiellement destinée aux membres de la communauté afro. Yeah. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, franchement, je pense que t'as bien résumé la chose. Si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous là. C'est ça. Allez faire un tour et prenez votre premier appel. C'est gratuit. Vous tomberez sur des professionnels qui vont vous conseiller. Donc, n'hésitez pas. La Nekao School est prête pour vous. Tout ça part d'un constat qui veut que malheureusement, et je suis tombé sur une vidéo là que je voulais partager sur mes réseaux. Entre le rappeur Fresh La Peufra et Da Uzi, je sais pas si et Uzi, pardon, c'est pas Da Uzi, c'est Uzi, qui parlent et qui disent que en fait dans la communauté on manque d'éducation financière, et ils expliquaient que beaucoup d'artistes, lorsqu'ils sont amenés à avoir de grosses sommes d'argent, la gestion qu'ils en ont est extrêmement mauvaise, tu vois. Et il disait, ça va même plus loin, c'est Uzi qui disait ça, il disait que ça va même plus loin, parce que même ceux qui sont dans le délire de dire, tu sais quoi, j'ai tout ça comme argent, je vais donner une grande partie de cette oseille à la mama, par exemple, c'est même pas toujours une bonne idée. Pas parce qu'il faut pas donner de l'argent à la mère, attention, mais parce que tu vois, dans la gestion qui peut en être fait, c'est pas toujours optimal, tu vois. Je me suis dit, ah tiens, c'est une vidéo intéressante que je vais la partager sur mes réseaux. Mais oui, du coup, la Nekao School est véritablement une réponse, et l'idée, c'est de réussir à faire en sorte qu'1 million d'Afro-Caribéens puissent disposer de leur propre stratégie d'investissement pour que vous puissiez dorénavant sortir de ce côté biaisé. On en parle gratuitement dans la bio. Dans la description, on dit la description sur YouTube. Dans la description. Exactement. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous, cliquez, c'est super important parce que il y a plein de gens qui regardent les vidéos, mais ils appuient pas sur le bouton. Est-ce que le bouton abonner donne des boutons, frère? Est-ce que ça donne la maladie? Est-ce que ça donne le cancer? On a besoin de cette force, les gars, on a besoin de ce jus. Non mais c'est fou, frangin. Les gens ils regardent les vidéos, mais ils cliquent pas sur le bouton abonner. C'est vrai, hein. C'est vrai que... T'as vu le delta qu'il y a entre les deux? Ouais, non, ouais, clairement. Entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés? Et ça a toujours été, hein, sur tous les réseaux, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est assez curieux. Pourtant, voilà, si à un moment donné, vous savez, même pour vous, c'est beaucoup plus simple. Si vous savez que vous aimez un contenu, eh bien, cliquez sur follow, tout simplement. Et à un moment donné, voilà, quand l'émission sort, vous êtes recommandé, vous pouvez suivre l'émission. Et ouais, c'est vrai que c'est curieux. Je pense que c'est lié à un truc chez l'être humain qui se dit que, enfin, je sais pas. Peut-être que si tu suis une chaîne, à un moment donné, t'as pas envie d'avoir l'alerte dans ton téléphone qui dit qu'il y a du nouveau contenu, ou peut-être que t'y penses pas, tout simplement. Ouais, peut-être que les gens ils n'y pensent pas, donc on vous le rappelle. Monsieur Montlouis, qu'est-ce qu'on va voir pendant ces 2 heures? Alors, nous allons voir pas mal de choses puisque l'émission est toujours organisée de la même façon. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, Can We Talk, c'est un concept très simple. Parfois, nous avons des invités. D'ailleurs, on a eu de très beaux invités. Il faudrait qu'on fasse un petit retour quand même sur les invités qu'on a eu, parce que en vrai, c'était assez exceptionnel et c'est allé tellement vite que ce serait bien qu'on s'arrête un peu dessus. Mais dans un second temps, ce que l'on va faire, c'est que Monsieur Tracy Enzo a des questions
j'ai des questions, je ne connais pas ces questions, il ne connaît pas les miennes, on les pose sur la table et on débat, on échange nos idées autour de tous ces concepts-là, de sorte à pouvoir nous élever, de sorte à pouvoir vous apporter un maximum de valeur. Et ce qu'il se passe ensuite à la fin de l'émission, nous allons tout simplement vous partager nos coups de cœur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, franchement? Non, je pense que c'est bon. Ok, parfait. C'est good. Du coup, ouais, je voulais faire quand même qu'on fasse un petit retour quand même sur tous les derniers invités que l'on a eu sur Can We Talk, parce que c'est vrai que ça a été assez, d'une part, intense, et puis, enfin, je sais pas, on a notamment accueilli Monsieur Kémy Séba, on a eu plus de 67 000 vues. C'est ça, on en est à peu près à 67 000 vues sur notre vidéo YouTube. Est-ce que lorsque fin août, on se dit qu'on devrait développer notre podcast déjà pour se faire kiffer, parce qu'on l'a créé pour plusieurs raisons, ce podcast. Déjà pour se faire kiffer. Dans un second temps, pour faire de l'auto-promo. Puisque en 2024, quand tu es indépendant, tu n'es plus obligé de passer à travers d'autres médias pour te mettre en avant, mais tu as la possibilité de créer ton propre média pour le faire, et c'était l'esprit. D'où le fait que cette émission soit sponsorisée par la Nekao School. Mais est-ce que tu te doutais, lorsqu'on s'est lancé dans cette aventure, qu'en moins d'un an, on aurait tout ça d'invités, parce qu'il n'y a pas eu Kémy Séba, il y a aussi eu Chris d'Iconic, il y a eu James, mais voilà, est-ce que tu t'y attendais? Et quel est ton ressenti aujourd'hui? On est à peu près peut-être 10 mois après notre lancement, donc du coup, depuis qu'on a lancé ce concept Can We Talk. Alors, est-ce que je m'attendais à voir ces invités-là? Non, pas forcément. Par contre, je savais qu'on aurait des invités. Je sais pas si tu te rappelles du podcast qu'on a fait. Je suis dégoûté, mais je crois que c'est mon homonyme, celui chez qui on a été faire un podcast. Je crois qu'il s'appelle Charles. C'est Charles son prénom, si c'est ça. Ah oui, si. Ouais, oui, absolument. Tu vois, le Rêveur Podcast. Exactement. Je sais pas si tu te rappelles, mais dès le début, je lui dis que l'initiative qu'il a eu de créer un podcast, c'est une super bonne idée, parce que c'est le hack je vais peut-être pas dire de ce 21e siècle, mais en tout cas de 2022, 2023, 2024. C'est-à-dire que véritablement, lorsque tu as dans l'idée de toucher un maximum de personnes, et quand je dis un maximum de personnes, c'est dans la création et dans le développement de ton réseau, avoir un podcast, c'est une très très bonne idée. Pourquoi? Parce que quel que soit ton niveau, c'est-à-dire que tu sois quelqu'un qui soit extrêmement accompli sur le plan du business, que tu sois quelqu'un qui a une énorme communauté, peu importe, en fait, t'aimes toujours parler de toi. Et même si tu es la personne la plus humble de la planète, le fait que quelqu'un vienne vers toi pour te dire, écoute, j'aimerais te découvrir, j'aimerais que les personnes qui me suivent puissent en savoir un peu plus sur toi, ben en fait tu gagnes énormément de points auprès de ces personnes, parce qu'elles aiment effectivement pouvoir être amenées à parler d'elles et sans faire d'elles des personnes prétentieuses, hein. Mais c'est humain en fait, tu vois. Et en plus, quand, comme nous, t'as la chance quand même d'accueillir les gens, tu vois, dans un endroit confortable, bien propre, etc. Bah, ça t'augmente encore plus de chances. Donc, non, je savais pas je savais pas qu'on aurait ces personnes-là. Par contre, j'ai pas de doute quant au fait qu'on finirait par avoir des gens qui viendraient pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Toi, t'avais des petits doutes? Non, j'avais pas de doute, mais je pensais quand même que ça prendrait un peu plus de temps à vraiment décoller. Après, toutes nos vidéos ne font pas 60 000 vues et tout, mais je m'attendais pas quand même à ce qu'on ait toutes ces personnes-là qui quand même ont de la notoriété aussi rapidement. Et je trouve ça d'autant plus plaisant que voilà, à la base, nous, notre métier, c'est pas podcasteur, mais je trouve que finalement, c'est quelque chose qui nous colle assez bien à la peau, tu vois. Et c'est marrant parce que ça nous permet de développer au final de nouvelles compétences. Je trouve ça même différent de ma partie chroniqueur que j'ai sur les funérailles des tabous. C'est pas la même chose, tu vois, être podcasteur et chroniqueur, je trouve. Les funérailles des tabous, voilà, c'est une émission, on a une ligne éditoriale. Moi, je suis là aussi pour représenter quelque chose et pour avoir une certaine posture. Mais ce qui est bien là ce qui est différent, du moins, parce que les deux sont bien. Ce qui est différent sur Can We Talk, c'est que j'ai la chance d'être moi-même et en même temps, j'ai la chance d'être en face de personnes que je trouve réellement intéressantes. Et au final, ça nous permet aussi de rencontrer des personnes que je m'attendais, enfin, pour lesquelles je me serais jamais attendu de les croiser aussi rapidement que ça dans ma vie. Tu vois. Si. Et je trouve ça très enrichissant parce qu'effectivement, ça te permet d'avoir des conversations
que tu peux avoir nulle part ailleurs, parce que c'est pas en vrai en croisant quelqu'un dans la rue que tu peux avoir le même genre de conversation que tu as sur un podcast. Et je trouve ça très enrichissant, tu vois. Donc Je sais pas si en soi, podcasteur, j'ai du mal. J'ai peu dormi, mon frangin. Je t'ai dit, j'aurais rêvé d'avoir un café là. Donc ne m'en voulez pas si vous me voyez bégayer. Je sais pas si c'est vraiment un métier, podcasteur. Des gens en ont fait un métier. Je sais pas si c'est vraiment un métier parce que finalement, tu sais, avant qu'on fasse ce podcast, je sais pas, peut-être 1 an et demi, 2 ans avant, je disais à mes potes, venez, on fait un podcast. Parce que finalement, c'est quoi un podcast? C'est une conversation entre 2, 3, 5, 10 personnes, entre certaines personnes, tu vois, et la différence, c'est juste que t'as une caméra qui est plantée là, en fait. Et ce qui va faire que ton podcast porte ou pas, c'est finalement la finesse, l'intelligence et la manière, on va dire, éclairée que tu as à aborder les choses, tu vois. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est d'autre? Pourquoi pour toi, c'est pas un métier? Non, ce que je veux dire, c'est que ça te demande pas de compétences en soi, si c'était une conversation entre amis. Même. Bah, en fait, juste on discute, frangin. Tu sais, moi, des fois, en fait, il y a des choses sur lesquelles je n'aime pas être. Il y a des gens qui mettent trop de formalités sur certaines choses, tu vois. Alors que en vrai, pour moi, hein, il y a énormément de choses qui sont simples. Et en l'occurrence, c'est pour ça que je te parlais de ce que je disais à mes potes. En fait, toi et moi, par exemple. Je sais pas si tu te rappelles les conversations de 2 heures, 3 heures qu'on avait, tu vois, à l'époque, avant de lancer la Nekao School, etc. On aurait très bien pu mettre une caméra au milieu de nous, que ça nous aurait fait notre podcast, en fait. C'est ça, un podcast, finalement. C'est vrai. Tu vois, tu peux le monétiser. Tu peux le professionnaliser. Là, aujourd'hui, tu vois, on est dans un studio, etc. Tu peux le professionnaliser. Mais par contre, en soi, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un échange entre 2 ou plusieurs personnes? Je suis d'accord avec toi et c'est vrai que tout le monde aujourd'hui peut faire un podcast. Par contre, tous les podcasts ne sont pas voués à fonctionner. C'est exactement ce que je disais. Ça dépend de la pertinence. Bah oui. Ça dépend de la personne que t'es, ça Bien dépend sûr. de la pertinence que t'as. On est d'accord. Et il y a une partie talent, il y a une partie travail aussi. Bien sûr. Et le simple fait justement que ça puisse plus ou moins fonctionner chez certaines personnes fait que aujourd'hui, quand je vois qu'on a lancé quelque chose qui fonctionne, moi ça me rend fier. Ah oui, pareil. Comment s'est fait Je trouve qu'on a bien bossé. Oh non, mais clairement. C'est pas fini, hein. On est qu'au début. Comment s'est fait le plug avec Kemi Seba? C'est très bien que tu parles de ça parce que ça s'est vraiment fait, de façon, c'était pas du tout prévu en fait. Et ça s'est fait très rapidement. Il se trouve que Stéphie de Black Connection me contacte. Stéphie, on te voit. J'y ai. Elle me contacte pour me dire que il y a Kemi Seba bientôt qui va faire une conférence dans sa salle, etc. Et voilà, si vous souhaitez représenter la Nekao School, vous avez la possibilité de prendre un stand, voilà, pour pouvoir représenter votre école tout simplement. Je dis écoute, merci. Je trouve ça très intéressant et tout. Et elle me dit ok, je te laisse le contact de la personne qui organise l'événement. Et il se trouve que du coup, je suis au courant un peu avant, même largement avant tout le monde, peut-être 1 mois avant tout le monde, qu'il va y avoir l'événement de Kemi Seba. Sachant que lui, quand il a annoncé sur les réseaux, je crois que il l'a annoncé la semaine même. Il pouvait pas faire avant. Exactement. De toute façon. Donc on a vu malgré le court temps comment c'était chaud. C'est ça, exactement. Et dans le même temps, on s'organise un peu de la même façon pour les tournages des Funérailles des Tabous. Généralement, au minimum, 2 mois avant, on sait à quelle date seront les tournages. Sachant que, étant donné qu'on sort un épisode par semaine, les gens s'imaginent qu'on tourne un épisode par semaine dans les Funérailles des Tabous, mais pas du tout. En fait, on tourne une série de 10 épisodes sur un week-end. C'est pour ça qu'on s'y prend vraiment à l'avance pour fixer des dates. Et lorsque je suis au courant des dates de l'événement de Kemi Seba, je me rends compte que c'est exactement le même week-end que le tournage des Funérailles des Tabous. Donc personne d'autre que moi aurait pu savoir ça, tu vois. Et donc de là, je me dis, ça là, c'est un signe du tout-puissant. Ça faisait depuis longtemps que les gens voulaient voir Kemi Seba sur le plateau des Funérailles des Tabous, mais il est presque jamais en France. Et je me suis dit, franchement, si je suis au courant, c'est qu'il y a une raison. Donc j'ai contacté la personne qui devait nous caler sur l'événement de comment ça s'appelle?
sur l'événement de Kémy Séba en lui disant que voilà, je vois que Kémy Séba sera présent tel week-end. Il se trouve qu'on a le tournage des Funérailles des Tabous tel week-end. Est-ce que Kémy Séba voudrait venir sur le plateau des Funérailles des Tabous? Et dans le même temps, une fois que j'ai eu après Kémy Séba au téléphone, parce qu'on s'est directement contacté ensuite et on a discuté, donc il a accepté de venir sur le plateau des Funérailles des Tabous. Et dans le même temps, je lui ai proposé de venir sur Can We Talk et il a accepté avec grand plaisir. Et ce qui est très fort, c'est que je pense que vous avez dû le voir, mais il y a plusieurs podcasts qui sont sortis sur Kémy Séba sur cette courte période où il a été en France. Ben, le Boug, il a tout fait en une journée. Hein. Il est venu sur Can We Talk, ensuite il est allé chez Aloha News, ensuite il est allé sur les Funérailles des Tabous. Je me suis dit, mais c'est une machine de guerre, lui. Ah, il s'arrête jamais. Chaud, mais j'ai vraiment été agréablement surpris par le fait que voilà, le mec il a dit, y a pas de souci, moi je viens vous donner la force. Voilà, on va passer un bon moment. Et il s'est rendu disponible. On a passé un excellent moment. Et puis pour être transparent avec toi, j'ai été aussi assez fier de moi de lui proposer de venir sur Can We Talk. Tu sais, ça me fait penser à ce livre qui parle de l'art de demander les choses, tu vois. Certaines personnes ne l'auraient pas fait parce qu'ils s'imaginent que c'est profiter d'une situation. Oui, c'est profiter d'une situation. Mais à un moment donné, si tu demandes rien, il se passe rien, tu vois. Il aurait pu me dire non. Et alors, s'il m'avait dit non, c'est pas grave. Bien mais sûr. il a accepté. Et je suis vraiment super content parce qu'on a passé un excellent moment. Et tu pourras en témoigner. Et puis, en plus, derrière, la vidéo a super bien fonctionné. Donc, des fois, une petite étincelle et t'as énormément de choses qui peuvent se passer. C'est incroyable. C'est ouf. Non, franchement, c'était vraiment spécial parce que bon, je lui ai déjà dit, enfin, durant la vidéo, mais moi j'aime les gens en fait qui disent, enfin qui font ce qu'ils disent, pardon. Tu vois, t'as beaucoup de gens qui sont derrière des façades. Et quand tu grattes un peu, tu te rends compte que mince, en fait, c'était que le décorum, parce que dans les coulisses, en vrai, c'est compliqué, tu vois. Et lui, en réalité, ce qui est beau, c'est que tu vois, il aurait pu dire ah ouais, mais je suis désolé parce que justement j'ai un run médiatique qui fait que, etc. Et à vrai dire, je m'attendais à ça. Hein. Et il y aurait pas eu de problème, tu vois. Franchement, il y aurait pas eu de souci. Et le fait qu'il soit déplacé et qu'il vienne, à l'époque, on avait 1000 et quelques abonnés sur une petite chaîne comme ça. Je l'ai déjà vu faire ça. Hein. J'ai déjà vu faire ça. Déjà à l'époque, il avait fait une interview avec Stéphie justement, tu vois, alors qu'elle avait pas une énorme chaîne YouTube. Je l'ai déjà vu dans des médias comme ça. Tu vois, pour leur donner la force, vraiment que pour ça, parce que voilà. Donc franchement, ouais, c'était très très fort. Ça a été un moment marquant. Et puis moi, à titre personnel, ce qui m'a marqué aussi énormément, c'est James. Le fait que tu vois, il a accepté, ça a été notre premier invité de 1, et c'est pas n'importe quel invité, de par la personne qu'il est, de par ce qu'il fait, et de par également l'audience en fait, tu vois, qu'il a réussi à créer et développer avec sa femme. Le fait qu'il ait dit mais les mecs, vas-y, pas de problème, alors qu'à titre personnel, je l'avais jamais vu dans un autre podcast avant ça. Je suis quand même, tu vois, je digue pas mal et je l'avais pas vu. Après c'est arrivé, mais le fait qu'il nous ait donné, tu vois, aussi cet élan là, c'était cool. Donc ouais, non, franchement pas mal du tout cette première partie là. C'est loin d'être fini parce que là, si vous saviez ce qu'il y a dans les tiroirs, voilà quoi. Donc mais pas mal. Tu vois, ce qui me en fait, à chaque fois, moi je suis comme un enfant, tu vois, il y a des choses qui me surprennent, même si dans le fond je le sais. Le voir, j'adore voir ces choses-là, tu vois. Il y a la posture que les gens ont face à l'écran. Il y a aussi la façon dont les médias décrivent ces personnes. Et il y a ce que tu vois en direct quand tu rencontres les personnes. Un mec comme Kémy Séba, on lui donne tellement une image négative de lui sur tellement de médias, alors que je sais pas quelle a été ta sensation quand tu l'as vu, mais j'ai rien vu d'autre qu'un frère. C'était super agréable, on a passé un bon moment, on a rigolé. Et je me dis, mais les médias, c'est vraiment un truc. Donc il y a ça. Et il y a aussi le fait que... au final, on se rend compte que ce qui paye, je trouve, dans le milieu, parce qu'il y a des personnes qui sont imbus d'elles-mêmes et qui ont la grosse tête. Mais quand tu rencontres des personnes simples d'esprit et saines d'esprit, ça fait vraiment plaisir. C'est pareil que Chris d'Iconic. On tourne et derrière, on va se poser dans un café, on a parlé autant de temps que ce qu'on a fait sur le podcast. Tu vois, je trouve ça vraiment... je prends énormément de plaisir en fait à faire ce qu'on fait. Très très fort. Très très fort. Est-ce qu'on attaque?
Mon gars, on peut attaquer, hein. Je te laisse ouvrir le bal. Let's go. Frangin, est-ce que tu sais qui est Shawnee Henderson? Nope. Est-ce que ça te dit quelque chose? Shawnee Henderson est l'ex-femme de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, grande figure de la NBA des années 90, Le GOAT. 2000. Ils ont été mariés entre 2002 et 2009. Et si je t'en parle, c'est parce que je sais pas si tu as suivi cette histoire, mais elle a fait une sortie, dernièrement où elle a dit ouais, j'ai été mariée presque 10 ans avec ce mec, mais enfin que les choses soient claires, j'ai jamais été amoureuse de lui en fait. J'ai jamais été et ils ont, je crois, 2 ou 3 enfants ensemble. Ok, ils ont effectivement eu quasiment 10 ans de relations communes avec 7-8 ans de mariage. 2002 à 2009. Hein. 2002 à 2009, donc 7 ans de mariage. Ils faisaient du basket, quoi. Ouais, tu vois. En fait, moi déjà dans un premier temps, je voulais savoir si tu en avais entendu parler, qu'est-ce que tu penses de ça et surtout, est-ce que pour toi, on a affaire à des femmes qui, pour certaines d'entre elles, pour beaucoup d'entre elles, pour peu d'entre elles, je sais pas, c'est toi qui me diras. Celles dont on parle en tout cas. Qui peuvent parfois être orientées par le fait d'avoir à se dire, ok, je vais choisir le bon père de famille pour mes enfants, ou en tout cas celui qui réunit, tu vois, une grande partie des critères pour me permettre de créer un foyer quelque peu solide. Mais c'est pas forcément l'amour qui va driver. Est-ce que tu penses que ça existe? Bah, déjà, ça existe. On en a fait les frais et je l'ai vu hein, sur tous les derniers débats qu'on a vus. C'est que il y a des personnes qui choisissent leur partenaire de vie que selon ces critères-là. Et attention, moi, je suis pour avoir des critères avant de te mettre dans une relation de couple. C'est même normal. J'avais mes critères. Mais à un moment donné, quand je me retrouve face à la personne, c'est autre chose qui me donne envie d'aller plus loin. Et je dirais même qu'au début, tu peux ne pas savoir, tu peux ne pas forcément tomber amoureux de la personne, mais quand tu vas jusqu'à fréquenter la personne et aller jusqu'à te marier et faire des enfants et que tu n'as toujours pas trouvé l'amour, certaines personnes vont dire que le mariage, c'est avant tout un contrat, mais moi, je suis totalement contre ce type d'état d'esprit parce que c'est passer à côté de ta vie, c'est carotter l'autre personne aussi. Voilà, je trouve ça vraiment ni droit, ni honnête, ni sain, dans le fond. Et mais je me dis qu'une femme comme elle, voilà, elle savait ce qu'elle voulait dans sa vie. Et je pense même que Shaquille O'Neal aussi savait ce qu'il voulait dans sa vie. Peut-être qu'il s'est mis avec une personne dans sa carrière de basket qui était capable de créer sa vie de famille, de leur permettre d'avoir justement leurs cellules, leurs enfants, etc. Elle était jolie, elle présentait bien. Et peut-être que ça lui allait aussi à ce moment-là, tu vois. Est-ce que tu sais si Shaquille O'Neal a été victime de cette situation-là ou... Non, pas du tout. Et il en a fait référence en disant, en gros, que pour lui, t'as vu, c'est bullshit en fait, tu vois. Elle raconte ça parce que le seum, etc. Tu vois, ouais. Donc encore mieux. Alors. Voilà, enfin lui et puis enfin chacun refait sa vie et tout. Mais en fait, si tu veux, moi je t'ai posé cette question parce que déjà, quand j'ai entendu parler de cette histoire, je me suis dit ah ouais quand même, tu vois. Honnêtement, je pense que quand tu atteins un certain niveau de succès, je me rappelle d'une interview d'Alicia Keys où elle disait, tu sais, le gars lui disait, mais comment, enfin, t'es Alicia Keys, t'es célibataire, c'était avant qu'elle se mette avec Swiss Beats, tu vois, t'es célibataire, mais comment c'est possible en fait, tu vois. Et elle disait, tu sais, je suis arrivé à un stade où, en fait, c'est très compliqué parce que tu sais pas si la personne, elle veut être avec moi parce que je suis Alicia Keys, ou parce qu'elle a véritablement été séduite par mes qualités de cœur et mon âme, etc. Tu vois. Et je crois que tu as des gens qui arrivent à un certain niveau de succès qui font que malheureusement, autour d'eux, va graviter énormément de profiteurs, tu vois. Et dans le cas de femmes, des femmes, tu vois, quand t'es un homme, on parle de gold digger, tu vois, de femmes qui sont là pour ça. Et je vais t'en parler. D'or, hein, clairement, c'est ça. Ouais. Parce que tu vois qui c'est Stan Leloup? Ouais. Stan Leloup, fondateur de Marketing Mania, il a fait, je sais pas si t'as vu sa dernière vidéo. Il a fait toute une vidéo où il parle en fait du business de ce qu'on appelle les antiféministes. Aujourd'hui, en fait, t'as des femmes qui, un peu à l'instar d'Andrew Tate, ont des plateformes énormes
Mais genre, tu vois, par exemple, il parle d'une meuf qui a plus de 6 millions d'abonnés sur YouTube, qui a eu pas loin d'1 million d'abonnés en l'espace d'un mois. 1 million d'abonnés en l'espace d'un mois. Parce qu'en gros, son discours, c'est de dire, meuf, si le mec qui est en face de toi n'est pas en capacité de te donner de l'oseille, n'est pas en capacité de t'emmener dans les derniers endroits, etc. En fait, tu n'as rien à foutre avec lui. Et toute son idéologie, tout son travail, tout ce qu'elle vend en matière de produits, de services, de coaching, de tout ce que tu veux, ce n'est que sur ça. Comment les femmes, vous devez vous affirmer et avoir des hommes qui, à minima, gagnent 150 000 $ par mois, des trucs comme ça, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce principe? Mais justement, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. C'est que... C'est moi, je voulais te poser la question dans l'autre sens, tu vois. C'est-à-dire? Est-ce que, quand t'es un homme, tu dois attendre d'être prêt financièrement avant de te lancer dans une relation de couple? Bah, pas du tout. Enfin, Bah, en vrai, tu vois, c'est la question. Dans un cas, il y a le comportement des femmes. Est-ce qu'une femme doit rencontrer absolument un mec qui a les moyens pour se mettre dans une relation? Et de l'autre côté, il y a les hommes. Est-ce qu'un homme aussi doit attendre d'être prêt financièrement pour se lancer dans une relation de couple? Non, mais après, enfin, ça dépend de ce qu'on parle, de ce dont on parle, pardon. La première meuf que t'as serrée, avec qui t'es sorti, t'avais quel âge? Je vais avoir quoi, 14-15 ans. Voilà. À quel il y a pas de question d'oser à cet âge-là. Oui, mais je me lançais pas je voulais pas me marier. Oui, C'était mais une relation gentille En fait, c'est pour ça que je dis ça dépend de quoi on parle. Parce que t'as des gens, ils se sont rencontrés à cet âge-là, et ils sont encore ensemble aujourd'hui, ils ont fait des enfants, etc., tu vois. Et il y a jamais eu de question d'argent. Tu vois, en tout cas, au moment où ils se sont rencontrés, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, effectivement, vas-y, parlons de façon, tu vois, claire. Disons que t'as entre 25 et 30 ans, etc. Je pense effectivement que quand tu es accompli financièrement, c'est quand même beaucoup plus simple pour toi, tu vois. C'est quand même beaucoup plus simple. Maintenant, est-ce qu'il faut que tu sois, tu vois, obligatoirement prêt financièrement avant d'eux? Non, pas du tout, tu vois. Et heureusement, tu te rends compte ce que ça voudrait dire. Mec, t'as vu, t'arrives à un certain pic financier à un certain âge. C'est pas vrai que t'y arrives à 22, 23 ans, sauf si t'as énormément de chance ou alors que t'es un génie du business ou quoi que ce soit. Donc, enfin, ça voudrait dire que, tu vois, en plus à cet âge-là, frangin, t'as vu, les hormones, ça bouscule. Donc, si tu devais attendre d'être prêt, ce serait compliqué. Maintenant, je pense que en fait, on est dans une société, on en a déjà parlé, qui est waouh, c'est compliqué en fait. Là, on a un rapport vraiment distendu, tu sais, parce que je kiffe ce sujet. Je suis tombé sur la vidéo d'un gars qui parlait justement de ces meufs-là, tu vois, qui prônent ce genre de discours. Et le mec, il disait, ok, Tantine, tu veux que ton gars minimum, parce que la meuf, c'était une meuf. Une sœur, disons les choses, une femme noire, disons les choses, qui disait moi en fait mon gars il peut pas gagner en dessous de 15 à 20 000 € par mois, c'est pas possible, tu vois. Et à un moment donné, vous les mecs, arrêtez d'attendre de nous qu'on accepte ça, parce que ça veut dire de vous en fait que vous êtes juste des gens qui ne sont pas ambitieux, tu vois. Et même si quelque part, en tout cas pour ce qui tient du discours autour de l'ambition, moi c'est quelque chose qui me parle, parce que je pense qu'il faut pouvoir être ambitieux. Le mec il dit Frangine, juste ok, 2 secondes, pause. Tu sais quoi, on va s'asseoir 2 secondes et tu vas me dire, toi, dans ton entourage, les hommes de ton entourage, combien d'entre eux gagnent entre 15 et 20 000 €? Dis-moi si ton père, lui-même, il gagne entre 15 et 20 000 € et tout ça. Et honnêtement, j'ai compris ce qu'il voulait dire, tu vois. Parce que quand tu arrives à 15 à 20 000 €, on t'explique que là, tu es dans le top 1%. Même, top 1% en France. Je pense 0,01, je pense. Top 0,1. 15 ou 20 000 € par mois? Ouais, j'ai vu 0,01. Non, mais j'ai vu une vidéo d'un mec qui Tami Cabage, tu vois qui c'est, qui a fait j'ai vu une vidéo de lui là, il faisait une conférence à Dubaï et il donnait en fait les pourcentages, et le top 1%, 0,1% en France, ils sont à plus de 200 000 € par mois, tu vois. Mais le top 1%, effectivement, ils sont autour des 20 000 € par mois. Sérieux? Ah ouais, tu vois. Et attends, ça veut dire sur 100 personnes, sur 100 hommes que tu croises dans la rue, il y en a au moins un qui gagne 15 à 20 000 € par mois. C'est ça. Putain, je pensais pas qu'il y avait... Tu vois, entre les hommes d'affaires, les avocats, les médecins, enfin, t'en as qui gagnent bien leur vie, tu vois. Mais on est sur 10% quoi. Et en gros, il disait voilà, enfin, t'as vu, à un moment donné, arrêtez, parce que sinon, bah,
il va avoir un embouteillage. Bref, tout ça pour dire que on a une femme qui s'est mariée à un homme. Est-ce qu'elle s'est mariée à lui par rapport à son statut social? Bah, ce n'est que pour ça. Sinon, pourquoi d'autre s'il n'y a pas eu l'amour? Oui, absolument. Et comme je l'ai dit, je pense que les deux, à un moment donné, peut-être savaient ce qu'ils recherchaient, tu vois. Moi, pour revenir sur ce que tu disais, je pense que c'est important d'avoir des critères, mais faut arrêter enfin, il ne faut pas passer à côté de la vraie réalité des choses, tu vois. Moi, avant de me mettre en couple, j'étais dans une situation désastreuse. Et je trouve qu'aujourd'hui, on demande aux hommes qui sont célibataires et qui ne sont peut-être pas prêts financièrement, mais de trouver la motivation de réussir leur vie professionnelle parce qu'un jour ils seront en couple et qu'ils devront assurer leur vie de famille. Mais moi, je suis désolé, quand j'étais célibataire, c'était pas ça ma source de motivation. Ma source de motivation, c'était de trouver mon chemin, de pouvoir me réaliser. Alors si accessoirement ça pouvait me permettre de gagner de l'argent, bien évidemment que j'y allais. Mais tu vois, je trouve qu'on met le curseur au mauvais endroit. Je dirais même sur des choses qui dans le fond ne collent pas au vrai quotidien des personnes qui sont dans cette situation, tu vois. Et moi, ça m'a fait du bien quand justement j'ai rencontré madame, de tomber face à quelqu'un qui ne m'a pas jugé par rapport au fait que je n'étais pas établi financièrement. Et j'ai fait le nécessaire derrière parce que j'ai rencontré cette personne, et pas tout de suite si je dois être honnête, hein. Mais j'ai à un moment donné fait le nécessaire parce que j'ai voulu solidifier notre relation, j'ai voulu construire notre vie de famille, j'ai fait le nécessaire pour me prendre en main et elle m'a accompagné à le faire et je me suis réalisé avec elle à mes côtés, tu vois. Je trouve qu'au final ça a tellement plus de saveur, je sais avec qui je suis. Je suis avec une femme qui m'a choisi alors que j'avais rien en poche, tu vois. Et je me dis que si ça nous amène au sommet, ça a tout autant de valeur, voire même plus, que si j'avais rencontré cette femme une fois que j'étais déjà au sommet. Et tu vois, à un moment donné, quand tu es au sommet, comment est-ce que il y a énormément de personnes qui se disent que c'est compliqué de trouver justement cette personne en qui tu peux faire confiance, qui t'aime par rapport à qui tu es. Moi, ça m'aurait vraiment fait chier de rencontrer une personne sans savoir si elle est avec moi parce qu'elle m'aime ou parce que j'ai de l'oseille, tu vois. Non, mais il y a des stades dans ta vie où c'est une question qui se pose pas vraiment. Et c'est notamment quand t'as pas d'argent, en fait. Enfin, tu sais que les gens qui sont autour de toi, quand t'as zéro en poche, c'est des vrais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ils ont rien à gratter en soi, tu vois. Mais c'est ça qu'on veut dans notre vie. On Exactement. veut être entouré de vraies personnes. Exactement, tu vois. Le truc, c'est que c'est intéressant ce que tu dis par rapport notamment à ce qu'a fait Madame avec toi, parce que dans le discours de ces meufs là dont je te parle, concrètement, elles disent. En fait, elles se foutent de la gueule, elles les insultent, elles ont même des sobriquets, tu vois, des noms pour ces meufs-là, en fait, qui se mettent avec des hommes, disant qu'elles vont construire avec eux, et elles disent, les meufs, vous avez pas compris, dans 150% des cas, quand le mec il va arriver là-haut, tout le travail que vous avez fait là, il va se foutre de votre gueule parce qu'il va vous larguer en fait. Il va vous larguer et tout ce que vous avez fait, tout ce que vous lui avez donné en matière d'énergie, d'accompagnement, de soutien, etc. En fait, il va aller le vivre avec une autre femme. Et en fait, ce qui est horrible, c'est qu'elles peuvent avoir raison dans un certain pourcentage de cas. Est-ce qu'elles ont toujours raison, tu vois? Ce qui me fait rire, c'est que surtout si on parle de la femme de Shaquille O'Neal, elle a fini divorcée. Donc, tu vois. C'est passé la même chose au final. Ouais, mais en fait, quand tu divorces de Shaquille O'Neal, c'est pas la même chose que quand tu divorces de Tracy. Parce que tu vois, la meuf, elle est fini divorcée, mais t'inquiète pas qu'elle est partie avec les pensions et que tu vois, parce que... Mais ça aurait été pareil si Shaquille O'Neal avait rencontré sa femme beaucoup plus jeune et avait divorcé au même âge. Sa femme serait partie avec de l'oseille aussi. Sauf que, comme on l'a dit, vu que elle s'est mise avec lui parce que c'est Shaquille O'Neal, en fait, tout était concordant. Et je te dis, ces meufs-là, elles ont des formations où elles te font même une formation psychologique. Du style, elles disent, par exemple, quand il fait froid, faites en sorte de sortir sans manteau ou quoi pour l'obliger à vous acheter un manteau. La meuf, elle te dit prenez une paire de talons dont vous savez que le talon est un peu quitte à le cisailler pour qu'il se casse, pour voir si le mec va vous acheter une paire de chaussures, pour qu'il vous achète une paire de chaussures. Et quand il le fait, saucez-le en fait.
Dites-lui à quel point vous êtes super contente de voir qu'il s'occupe de... Mais c'est un taf, mon frère. Ça veut dire que à quel moment et ces meufs-là, je te dis, frère, elles font non seulement des millions de vues, mais elles font également des millions de dollars parce que t'as des meufs qui rentrent dans leurs écoles. Et tu sais, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est même pas tant le discours, parce qu'à la limite, t'as vu, les gens, ils font ce qu'ils veulent, et toi, en tant qu'homme, à toi aussi de développer ton radar, ou en tant que femme aussi, parce que t'as des hommes, attention, qui sont aussi tu vois, des chiens, des loups, ce que tu veux, tu vois. À nous de développer nos radars. Mais moi, en fait, ce qui me choque, c'est que ces meufs, elles pètent le score. Il a fini comment, Andrew Tate? Alors après, on va me dire oui, apparemment, il a eu des histoires de comment on appelle ça là, comment on appelle, tu sais, quand on a des femmes qu'on prostitue là, de proxénétisme. Voilà. Ouais. Il a eu des histoires de proxénétisme et tout. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est la justice qui en décidera. Mais avant même qu'il soit condamné, enfin d'ailleurs il est pas condamné, mais avant même que la justice s'occupe de son cas, il a été ban de Google, de YouTube, de tous les réseaux sociaux, etc. Parce que en fait, ces plateformes considéraient qu'il avait un discours dangereux. Mais qui considère que ces femmes-là ont un discours dangereux? Est-ce qu'il n'y a pas un deux poids, deux mesures, sincèrement, Frangin? Si. Complètement. Et comment tu l'expliques, toi? Sincèrement, je saurais pas te dire. Je sais pas, Parce que je pense que ça ne dérange pas les grands puissants. J'ai bien aimé comment t'as fait, je sais pas. Ouais, c'était pas mal, ça. Parce que, si réellement on devait dire les choses, on vit dans un système où il y a des grands puissants. Je pense que ça dérange les grands puissants de se dire qu'il y a des hommes dans la société qui veulent penser à l'envers du système que l'on a construit pour que ça nous rende service. Les personnes qui passent à travers l'initiation d'un Andrew Tate ne vont pas dans le sens du système. Et ça ne plaît pas aux grands puissants du monde dans lequel on vit. Par contre, je pense que ça leur plaît. Des femmes qui vont à un moment donné chercher, qui vont à un moment donné rassembler tous les critères que eux recherchent chez une femme, peut-être que ça leur plaît beaucoup plus et qu'ils voient pas ça comme une menace. On vit pas dans un monde juste, hein. Je sais pas, moi mon frère. Moi c'est ma partie un peu complotiste, mais. Ouais, parce que honnêtement, frère, Andrew Tate, t'as vu, c'était quoi son école? C'était pour que les hommes puissent être indépendants, faire de l'argent, mais penser un peu en dehors du système. Oui, mais c'était quoi, frère? C'est des formations, SMMA. Donc il te montrait comment tu peux créer ton agence, copywriting, non, mais c'est pas sa formation, dropshipping. Le problème c'est son image. Non mais c'est pour ça que je te dis que un plan, tout ça, frère, en quoi il était dangereux? Il disait aux gens émancipez-vous et truc. Non mais ça plaît au peuple, ça plaît à des personnes qui veulent devenir indépendantes. Mais pour les grands puissants qui tiennent le système, ça leur plaît pas du tout. Mais en fait, c'est ce que j'essaie de te dire, c'est que Andrew Tate, il disait aux gens soyez indépendants, mais il leur disait quoi? Faites une formation pour créer votre agence de SMMA, faites du dropshipping. Enfin, tu peux ne pas passer par Andrew Tate et te former en dropshipping, te former en copywriting. Je t'ai dit, c'est son image qui dérange. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème, Frangin. Parce que ces meufs-là, elles ont un discours aussi toxique que lui. C'est ça, moi, en fait, qui me rend ouf. C'est de me dire que je peux comprendre. Et pourquoi pas, t'as vu? On peut le shadowban, on peut le truc, parce que il disait des fois des trucs de ouf, tu vois. Et justement, il donnait lui aussi des techniques de contrôle psychologique, j'ai du mal. De manipulation, merci, pour pouvoir avoir des femmes. Et on dit même que c'était un Mac. C'est-à-dire que il faisait en sorte que s'il est accusé de proxénétisme, c'est ça. Ouais, mais tu vois le Mac c'est un peu différent parce que le Mac c'est t'es celui qui fait en sorte que la meuf tombe amoureuse de toi. Et ensuite, tu vois, il la met sur le trottoir ou il lui fait faire des cams, je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ben lui, en fait, c'était ça. Il faisait genre que c'était ses meufs. Elle pensait que c'était ses meufs. Et après, elle disait bon, vas-y, fais-moi plaisir, fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je discute même pas là-dessus. C'est répréhensible de ouf. La question que je me pose, donc je mets ça de côté. Mais moi, je dis dans les propos qu'il avait, dans ce qu'il disait, de la manière dont il voyait les femmes, ces meufs-là, c'est exactement la même chose. Dans la vidéo, franchement, je t'encourage d'aller voir la vidéo de Stan Leloup. T'as une des meufs à un moment donné qui dit, les meufs, il y a une meuf qui était comme à l'époque d'Andrew Tate qui appelle et qui dit à la meuf ouais mais moi t'as vu je commence à avoir des sentiments pour mon mec et tout. Et stop, la meuf elle dit t'as vu, à partir du moment où tu commences à avoir des sentiments, arrête de parler avec moi en fait. Tu ne dois pas avoir de sentiments. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu fais ça. Tu es là pour sucer son oseille.
y a une autre meuf qui appelle, elle dit ouais, j'aimerais que mon mec, en fait, il a réussi à mettre jusqu'à $100 000 de côté d'épargne, mais j'aimerais qu'il me fasse un cadeau à $50 000. Comment est-ce que je peux faire? Et il dit mais en fait t'as appelé la bonne personne. En fait tu devrais commencer à faire ci, faire ça. Frérot, c'est pas toxique ça? C'est pas toxique? Quelle est la différence entre ces meufs-là, en fait, qui encouragent des femmes à rendre ouf des mecs, tu vois, à les trucs, et ce que faisait Andrew Tate? Pourtant, Andrew Tate, on la banne. Moi, je vais te dire ce que je pense. C'est pas une question pour moi de système, tout ça. J'y crois pas parce qu'encore une fois, ce mec-là, il avait un discours qui est le même que ces meufs-là. Et il formait des gens à faire du dropshipping. Donc franchement, je vois pas le truc. Par contre, je crois que on rentre dans une ère où, là où tout le monde parle de patriarcat, ce qui n'est pas faux, ok, je pense effectivement qu'il y a un patriarcat, je pense que t'as un échange une évolution, des forces qui commence à changer, en fait. Je pense qu'on est rentré dans une ère où la femme a un pouvoir extrêmement puissant. Tu vois, je pense que son pouvoir à la femme a toujours été réel dans la sphère familiale. Là où on pensait que, tu vois, c'était l'homme qui maîtrisait et tout. La réalité, c'est que c'est la femme qui contrôle. Tu vis là où veut ta femme. Tu vas, tes enfants, ils vont dans l'école que ta femme a choisi. Tu vas tu vis dans la ville où ta femme se sent bien. Tu vois, c'est elle qui contrôle, frangin. Moi, le nombre de fois dans le cadre de mon activité en tant que consultant en gestion de patrimoine, j'ai des mecs qui m'ont dit, bon, je vais voir avec ma femme. Mais t'es le chef de famille, non? Ouais, mais ma femme, c'est la femme qui dit oui ou non, frangin, tu vois? Ça a toujours été. Voilà. Donc, sa puissance, elle a toujours été vraie pour moi dans la sphère familiale. Mais en société, c'est vrai que tout était véritablement l'apanage, ou en tout cas, allait dans le sens des hommes. Et c'est encore vrai aujourd'hui. C'était toujours un homme qui avait le dernier mot. C'est ça. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui que là où on pouvait avoir un 80-20, tu vois, aujourd'hui, je pense qu'on a sincèrement un 55-45. C'est-à-dire 55% pour les hommes et 45% pour les femmes. Mais avec une partie grandissante pour les hommes et qui diminue petit à petit. Enfin, une partie grandissante pour les femmes. C'est un 45 qui évolue vers le haut. Mais de malade mental. Qui diminue. De malade mental. Regarde. On parlait dans le podcast d'avant, c'est que nous, les hommes, on commence à être en difficulté. Je pense qu'on est les premiers responsables de ça, tu vois. C'est comme si on se prenait un gros retour de karma. Et moi, franchement, il y a des fois où voilà, je vais pas dire que je prie, mais j'espère que nos femmes ne seront pas trop rancunières envers les hommes, tu vois. C'est un peu comme pour moi, le bras de fer qui se passe entre quelque peu, on peut le dire, dans le monde, dans la société, entre les blancs, les noirs, tu vois. C'est qu'à un moment donné, s'il y a une montée en puissance, par exemple, de la communauté afro, l'idée, c'est de ne pas non plus faire exactement ce que les blancs ont fait contre nous. J'espère que mesdames auront la même sagesse, mais effectivement... Ça a l'air d'être mal parti, hein. Je suis pas forcément d'accord. Mais il y a... Dans une période où la tendance s'inverse, le temps de trouver un équilibre, en fait, c'est comme une balance, tu vois. C'est que très rapidement, tu vas dans l'extrême opposé, le temps de rééquilibrer les choses, et les choses vont à un moment donné se retasser. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, là, tout de suite, on est dans quelque chose d'assez violent dans énormément de domaines, hein. Parce qu'effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Et de par la façon dont le monde tourne, et même d'un point de vue, spirituel, ère du Verseau, on rentre dans l'ère de la femme sacrée. Et c'est quelque chose que l'on doit accompagner, que l'on doit accepter. Et moi, je fais confiance en nos femmes, mais effectivement, j'espère qu'on va pas trop en subir les frais et que mesdames seront assez. Tu sais, il faut pouvoir. Tu sais, quand t'as eu la chance d'être né avec une cuillère en or dans la bouche, il faut pouvoir le dire en fait. J'ai eu la chance d'être privilégié parce que j'ai été élevé dans telle famille, dans tel cadre, etc. Je pense qu'il faut que nous, on puisse le dire, qu'on est privilégié d'avoir trouvé des femmes avec lesquelles en fait on a un équilibre certain, tu vois. Tu as fait de nombreuses louanges sur ta femme. J'en profite pour en faire aussi pour la mienne, pour ma petite femme. Bisous. Mais il faut être il faut être conscient de cette chance parce que frangin, je te dis la vérité, être dehors là, c'est le Bronx, c'est dur. Les hommes aujourd'hui, frangin, ils savent plus quelle position, quelle posture adopter en fait.
Tu vois ce que je veux dire? Et c'est extrêmement perturbant. C'est une dinguerie. Même pour des personnes comme toi et moi, justement, qui sommes équilibrés dans nos relations. Parce qu'on n'est pas non plus sourds. On voit comment le monde tourne. Et en plus, quand tu allumes ton téléphone, il y a de quoi devenir fou, tu vois. Justement, en entendant des personnes comme Andoté, comme cette femme-là, à un moment donné, tu peux te remettre en question et te dire, attends, est-ce que c'est si équilibré ce que je fais? Est-ce que je suis pas dans, tu vois? Donc, non, clairement, c'est vrai que c'est une période charnière pour moi. C'est à l'image de ce que j'ai l'habitude de dire, on est dans une période où il y a un flux d'informations énorme et il ne faut pas tout prendre en compte. Il faut vraiment essayer de trouver son équilibre intérieur et effectivement, c'est en se faisant confiance et en essayant de faire confiance aux personnes que l'on croise, tu vois. Et comme l'être humain est influençable. Putain, mais tu sais que c'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que tu vois, pour le coup, dans la vidéo de Stan Lou, elles sont deux, tu vois, elles sont américaines. Et il montrait, mais il a pris le soin de flouter et tout, parce qu'il montrait une Française aussi qui est dans ce truc-là. Il disait qu'elle commençait à monter en following et tout, mais je pense que comme il voulait pas de problème, il l'a flouté. Mais quand tu disais les choses elles finiront par se rééquilibrer, je le pense aussi, tu vois. Là aujourd'hui, c'est pas le cas. Non. Et en l'occurrence, cette meuf elle disait tous les hommes mentent. Tous les hommes mentent. Donc, ne vous autoflagellez pas de mentir vous-même, en fait, tu vois. Et ça me fait penser à une phrase, vas-y, finis. Non, mais vas-y. J'ai noté une phrase, mec, je l'ai relevée. C'est magnifique parce que ça rentre pile poil dans le thème, mais je voulais qu'on en parle. Pour qu'un couple soit épanoui, l'homme doit être admiré et la femme désirée. Est-ce que le secret d'un couple qui fonctionne, c'est d'être vrai à 100% ou d'accepter parfois de jouer un rôle pour que notre partenaire se sente bien? Intéressant. Déjà, qu'est-ce que tu penses de cette phrase qui dit que pour qu'un couple soit épanoui, l'homme doit être admiré et la femme désirée? Alors, je te réponds tout de suite, je finis mon propos vite fait. Ce que je voulais dire, c'est parce que tu as dit un truc tout à l'heure sur l'influence. C'est que il faut qu'on arrive aussi à distinguer malgré tout la différence qui existe entre le monde virtuel et le monde réel. T'as un monde dans le virtuel, tu vois, et ça représente des millions de vues. Et t'as la réalité de toi, moi qui allons à Leclerc, à Carrefour, tu vois ce que je veux dire, où on voit des gens main dans la main qui vivent leur vie sans forcément ces confrontations là. Il faut aussi qu'on fasse attention, tu vois, à ne pas considérer ça. La seule chose, c'est que il faut le constater malgré tout. Pourquoi? Parce que tu as très souvent cette influence qui vient du virtuel qui rentre ensuite dans le réel. Et c'est dans ce sens qu'il faut quand même regarder ce qu'il en est des tendances. Mais il faut faire attention, c'est ce que je voulais dire. Plus présent aussi, hein. C'est de ça qu'on parle quand on parle du développement des technologies, l'intelligence artificielle, le Web 3, à un moment donné, c'est vraiment le monde virtuel qui va s'intégrer petit à petit au monde physique. Et effectivement, c'est important d'avoir un regard dessus. Mais aujourd'hui, on n'en est pas encore au stade où les deux sont parfaitement mélangés. Ce sont comme deux forces qui s'entrechoquent et qui, pareil, vont à un moment donné s'équilibrer. Moi, je suis très optimiste par rapport à la façon dont les choses, vont se transformer plus tard. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une période de choc. Et ça correspond à tout ce qu'on dit, tu vois, l'ère du Verseau, le fait qu'il y ait de nouvelles technologies, le fait qu'il y ait encore le monde physique, les rapports entre hommes-femmes, les rapports entre noirs-blancs. On est vraiment dans cette période-là de choc. Et tout ce qui se passe, c'est normal. Et j'ai envie de dire qu'il faut avoir les reins solides. Non, clairement. Pour revenir sur la question que tu as soumise, elle est super intéressante. Et en résumé, en fait, si on devait résumer le rapport homme-femme, je dirais oui. Après, je suis obligé d'apporter du coup ma touche dans la mesure où je pense que oui, il faut mentir du coup, ou oui, tu es d'accord avec la phrase? Non, oui, je suis d'accord avec la phrase en fait, tu vois. Je pense qu'elle résume assez bien le rapport homme-femme, tu vois. Mais il faut apporter de la nuance. Parce que tout de suite, tu vas avoir des femmes qui vont te dire non, mais on n'est pas que des objets de désir, etc., etc. Et elles n'ont pas tort. Parce que, tu vois, moi, je vois par exemple, je pense que pour une femme, un homme peut être aussi, tu vois, un objet de désir. Elle doit être aussi, tu vois, un objet de désir. Mais c'est vrai que moi, je sais qu'à titre personnel, par exemple, j'aime l'idée aussi d'admirer ce que produit, ce que fait, ce que peut faire la personne que j'aime. Tu vois? Absolument. Donc, finalement... moi, je parle dans ce cas-là parce que il faut dire les choses. De même que chez l'homme, il y a de l'énergie féminine et chez la femme, de l'énergie masculine, bien évidemment que l'homme doit être désiré et la femme admirée. Mais moi, je parle d'énergie qui domine.
qui font qu'à un moment donné, ça match, un couple fonctionne. Non, mais ça, c'est sûr, tu vois. On aime cette idée de leader, de leadership, d'avoir ce rôle, en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, et ça passe par ça, en fait, tu vois. Tu veux que ta femme te considère comme étant quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas qu'elle te voit comme un beau gosse ou comme quelqu'un de frais, tu vois. Et en même temps, tu vois, on voit les commentaires. Ouais, mais nous aussi, on veut pas que vous ne voyez que belle. Oui, on sait bien, et c'est pour ça qu'on apporte ça. Mais je pense que si on doit parler effectivement de dominance, oui, je pense que la phrase elle résume bien. Après, la suite c'était quoi? Mentir. Pourquoi est-ce que je te pose cette question? Et tu me diras ce que t'en penses. Mais j'ai dit du coup, est-ce que le secret d'un couple qui fonctionne, c'est être vrai à 100%? Ou accepter parfois de jouer un rôle pour que notre partenaire se sente bien. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ouais, voilà, c'est ça que... C'est parce que, à un moment donné, on va pas se mentir. Une relation de couple, c'est long. C'est des hauts, c'est des bas. Il peut y avoir des périodes où tu vas peut-être moins désirer madame pour X raisons. Il peut y avoir des périodes où madame va moins t'admirer pour X raisons. Quel est le comportement que tu dois avoir dans ce cas à ce moment-là? Est-ce que tu dois être vrai ou est-ce que tu dois quand même faire semblant, tu vois, d'entretenir quelque chose pour que l'autre se sente bien. Et pour que donc forcément, si l'autre se sent bien dans ta relation, à un moment donné, ça va avoir forcément une trace positive sur ton couple qui toi-même va peut-être te faire sentir mieux aussi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais carrément. Moi, je pense que oui. Fake it until you make it. Eh ben, tu vois, je pense que c'est réel. Moi, je suis de ceux qui pensent, sans penser avoir la vérité, mais je suis de ceux qui pensent que même dans le couple, dans certaines situations, c'est important d'avoir une certaine posture, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'image que tu renvoies de toi, elle peut être jugée par des gens de l'extérieur, mais peut être aussi jugée par ton conjoint ou ta conjointe, en fait. Et en fait... je pense que c'est important que même si parfois tu sens pas la chose, de donner le sentiment que c'est ok, tu vois. De donner le sentiment que non, je suis là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que... donc il faut mentir. Ouais, je pense que ouais, dans certaines situations, je pense qu'il faut mentir. Vraiment. Je pense que, tu vois, c'est comme cette histoire d'égoïsme. Il y a des mots comme ça, il y a des façons de faire qui ne sont vues qu'au travers du prisme négatif. Tu vois, au travers d'un prisme péjoratif. Je suis totalement d'accord. Tu vois, un terrain, on le voit au travers un prisme péjoratif. Mais la réalité, c'est que dans certaines situations, c'est important de mentir. Et tu vois, tout de suite, quand on va dire mentir, couple, ah oui, donc aller voir une meuf tromper et tout, c'est pas de ce dont je parle. Je dis que des fois, ta femme, elle a besoin de trop le disclaimer, mon gars. Mais oui, mais c'est trop important parce que tu sais que malheureusement, les gens, ils aiment faire des raccourcis, tu vois. Donc, t'es obligé d'être clair. Ils te connaissent, frérot. Non, justement, c'est parce qu'ils me connaissent pas que je le fais. Parce que tu vois, même quand tu penses être clair, voilà. Moi, je veux que à chaque fois que j'aurai un argument, une argumentation, je veux vraiment être compris par rapport à ce que je dis. Et malheureusement, c'est le genre de raccourci qui peut exister. Ah ouais, il dit qu'il faut mentir ou que dans certaines situations, il faut mentir. Ouais, mais non, je parle pas de la tromperie. Je parle de situations où, des fois, ta femme, elle a besoin de te sentir fort, alors que toi, tu sais que, en fait, t'es pas bien du tout. T'es pas bien du tout. En fait, en vrai, tu gères peut-être pas. Mais, je vais lui montrer que, t'as vu, c'est ok, t'inquiète bébé. Tu vois ce que je veux dire? C'est super important. Et t'as peut-être des femmes aussi, dites-le nous en commentaire, hein, qui peuvent se retrouver dans ce genre de situation. Parce que des fois, tu as besoin de savoir que c'est bon, de ce côté-là, elle tient la baraque, alors que en vrai, elle va te dire, non mais à l'intérieur, laisse tomber en fait. Tu vois? Bah, ces mensonges-là, je pense qu'ils sont salvateurs dans le cadre d'un couple. C'est vrai. Et là, tu vois, tu mets l'accent sur du coup, comment est-ce que toi, tu te sens à titre personnel dans ta relation. Mais quand on parle notamment du désir ou du fait d'être admiré, parce que nous, on aime être admiré par nos femmes, est-ce que donc, du coup, tu penses que madame doit te mentir sur une période où elle t'admire moins pour X raisons? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que, et je vais le dire pour le coup en étant straight, je pense que la femme clairvoyante, voire même la femme intelligente, ouais, elle va le faire. Pourquoi? Parce qu'elle sait que le jour où elle ne le fait pas, en fait, on perd tous nos moyens. Tu as besoin de ce regard-là de ta femme sur toi. C'est évident, en fait. Donc, que les choses soient claires. Si demain, en fait, t'es en mode lose, mais genre,
long time, elle a besoin de te mettre des gifs en te disant frangin, réveille-toi, tu vois ce que je veux dire? Mais t'as vu des écueils, des trous noirs, des trous d'air, tu vois, ça arrive des fois. Et à ces moments-là, t'as besoin que malgré tout, elle reste à te regarder comme ce que tu veux être regardé, parce que sinon, ça peut vraiment te faire perdre tous tes moyens, tu vois. T'en penses quoi? Bah, je suis totalement d'accord avec toi, mais en même temps, effectivement, là où il faut faire attention, c'est que quand tu commences à te priver de dire certaines choses pour protéger l'autre, tu t'exposes à un vrai malheur dans ton couple, tu vois. Parce que la vérité, c'est que si réellement tu n'admires pas ton homme en tant que femme, je pense, et que tu n'oses pas lui dire, comment est-ce que tu arranges la situation? C'est là où il faut utiliser les stratagèmes. De même que nous, en tant qu'hommes, si à un moment donné, tu ne désires pas ta femme, peut-être parce qu'elle a grossi, ou peut-être parce que... je ne saurais même pas quoi dire d'autre. Peut-être parce que juste elle prend pas soin d'elle, ou peut-être parce que tu... Des fois, l'étincelle diminue, tu sais même pas pourquoi, en fait, tu vois. Des fois, il faut avoir les conversations douloureuses, tu vois. Mais je dirais que il faut pas forcément... En fait, il faut pas dire la vérité à n'importe quel moment, surtout. Je pense qu'il faut dire les choses, mais il faut bien sélectionner ces moments et il faut être très soigneux dans les mots que tu utilises et il faut bien choisir son moment. Ouais. C'est ça le plus En fait, important. on dit exactement la même chose. C'est pour ça que je parlais des claques. Tu sais, de base. Mais enfin, tu sais, une claque, par exemple, dans le cadre de ta femme qui grossit. La claque, certaines personnes, ça va seulement être de dire va à la salle, tu vois. Mais à un moment donné, je pense que c'est important de dire, écoute là, bébé, franchement, tu te laisses aller et ça a un impact sur moi, tu vois, sur comment je te vois et tout, tu vois. C'est pas mettre une claque, mais c'est dire la vérité. Non, mais après c'est peut-être reçu comme une claque de l'autre côté. Voilà, dans tous les cas, il y a des choses que tu vas dire, même en mettant les formes qui feront pas plaisir. Ça reste une claque. T'as des claques qui sont fortes, qui sont violentes. T'as des claques qui sont un peu plus, mais ça reste une claque, tu vois. Ça fait jamais plaisir d'avoir à entendre ça. Donc on dit la même chose. Merde, je voulais dire un truc, mais je sais plus. Ça m'a échappé. Mais bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, je pense que on va dire le truc bateau, mais qui est genre 100% vrai, tu vois. La communication. Voilà, la communication. Tu sais, c'est pas facile. Hein, de se poser devant sa femme, lui dire t'as pris quelques kilos, voilà, ce truc. Il faut pas le dire. Hein. Faut pas le dire, mais tu viens de dire le contraire, Frange. Donc je comprends plus. Faut pas dire t'as pris quelques kilos, faut dire tu sais. Ah non mais ok d'accord. Enfin quand je dis ça, voilà. Enfin après tu trouver la forme qu'on veut, mais d'avoir à avoir cet échange, c'est pas facile, Frangin. Et comme pour elle, tu vois, si demain, parce que oui c'est ça que je voulais dire, c'est que ta femme de base. Si elle t'a choisi, c'est parce que tu as réussi peut-être à lui faire ressentir cette admiration, tu vois, envers toi. Elle sait que tu as ça. Donc, si elle se retrouve à un moment donné à l'avoir perdu, de deux choses l'une. Soit elle sait que tu peux revenir à l'état ou retrouver le statut qui était le tien au préalable, tu vois. Soit des fois, faut dire la vérité aussi, tu vois, vous avez une vision du monde qui a totalement changé et en fait, ben, elle veut peut-être plus de ça. Et à ce moment-là, pareil, il faut avoir les coronesses ou les ovaires pour les femmes d'avoir à le dire, tu vois. Et c'est des conversations qui sont pas évidentes, hein, mais vraiment pas. Ok. Yep. À ton tour. Ouais, on peut dire que c'est à mon tour. Mec, aujourd'hui, t'as un certain âge. Parce que tu communiques pas sur ça. Bah, je l'ai dit, hein, mais ouais, c'est vrai que je l'ai pas encore dit dans Can We Talk. Quoi qu'il en soit, tu as vécu énormément de choses. As-tu la sensation, avec tout ce que tu as vécu, tu vois, t'as notamment été artiste, t'as créé des cabinets, t'as eu des hauts, t'as eu des bas. Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu as la sensation d'avoir perdu ton temps dans certaines choses dans ta vie? Est-ce que tu regrettes d'avoir fait certaines choses? Si tu avais compris des choses plus tôt, aurais-tu fait les choses autrement? Waouh, très très bonne question. Jusqu'à t'as vu, je souffle. Mais en fait, si tu veux,
je crois que la vie est un process. Les Américains, ils appellent ça une journée, tu vois. Effectivement, tu comprends pas la même chose quand t'as fait 100 pas que quand t'en as fait 1 million, tu vois. À un moment donné, tu sens que, ah ouais, quand je m'appuie sur le côté droit, j'ai un peu moins mal. Ah ouais, en fait, quand j'ai telle cadence, ça va mieux. En fait, mais c'est le nombre de pas, en fait. C'est le fait d'avoir avancé qui te font comprendre que, ah ouais, c'est telle cadence qui me va. C'est telle façon de faire qui me va. Et je pense que oui, enfin, évidemment que j'ai fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Moi, je pense que celle qui m'embête le plus, c'est la vision biaisée que j'ai pu avoir de ce que je considérais être la vie, tu vois. Notamment parce que comme beaucoup de Renois, on va dire ça comme ça, j'ai évolué au sein d'une famille modeste et j'ai été bercé par les clips américains et tout ça. C'est pour ça que t'évoquais tu vois, la vie d'artiste, l'influence, tu vois. Et moi, très longtemps, j'ai cru que la vie, c'était celle que je voyais dans les clips, c'était celle que je voyais dans les séries, mes films préférés. J'étais persuadé que c'était ça, tu vois. Et je pensais que c'était le but de la vie. Je pensais vraiment que c'était le but de la vie. D'avoir les dernières paires, d'aller dans les derniers endroits. Moi, franchement, j'ai les plus beaux endroits de Paris, vraiment, frérot. Je sais pas, moi, le Peninsula, le Shangri-La, les dernières boîtes, le Milliardaire à l'époque, je sais pas, moi, l'Arc, tu vois. Et Frangin, on a envoyé. On était de ceux qui faisaient des guerres, tu vois. Et la fierté, par contre, que je peux avoir, c'est que ça n'a jamais été l'argent du dehors, tu vois. Ça, c'est la fierté que je peux avoir, tu vois. Que t'avais gagné. C'est ça, tu vois. Que tu gagnais convenablement. Ouais, clairement, tu vois. Et en fait, c'est un regret parce que je pensais que c'était ça la vie, mais en même temps, je le regrette pas parce que j'ai vécu, tu vois. Frérot, enfin, je sais pas. J'ai vécu Miami, j'ai été aux Bahamas, j'ai fait tout le tour d'LA, j'ai été à Vegas. Enfin, j'ai vécu, franchement, j'ai vécu de vraies expériences, tu vois ce que je veux dire. Vegas, casino. Hein? Ouais, casino. Ouais, clairement. J'ai été fan de poker. J'ai pas gagné, mais même si j'ai eu de belles victoires aussi, tu vois. Mais oui, enfin, j'ai vécu au win. Enfin, frère, j'ai fait des vrais trucs et donc tu peux pas regretter ça, tu vois, parce que c'est des beaux souvenirs, c'est des beaux moments. Le problème, c'est que j'ai pu avoir une partie de ma vie et c'est pour ça que la Nekao School est indispensable et qu'aujourd'hui je suis tellement fier de ce qui a pu se passer ces dernières années, en fait, tu vois. Parce que dans un premier temps de ma vie, je pensais que la vie c'était ça, que le fun. Et aujourd'hui, avec cette expérience, je peux dire que ok, construire ta vie, c'est ça qui est primordial. Et construire sa vie, ça veut pas dire ne pas kiffer. Parce que, tu vois, on pourrait penser que ça veut dire, ah ouais, ben ça veut dire que son argent, il faut faire que... Non, il faut juste être mesuré. Moi, je pensais que, en fait, je ne travaillais que pour ça. Que pour ce kiff. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu des vraies caisses. Frère, mec, décapotables, tout. La vie, franchement. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, il y a deux choses aujourd'hui qui me portent, tu vois. C'est construire, tu vois. Et, ce que j'ai compris aussi, parce que j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur, mais j'étais drivé par l'argent. Uniquement et principalement que drivé par l'argent. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma mission de vie. Aujourd'hui, je suis drivé par la vision. Avant, je considère que j'étais pas un entrepreneur. Quelle est ta vision? C'est quoi ta mission de vie? Ma mission de vie, c'est de partager, c'est de transmettre. C'est ça, en fait. Tu vois, moi, avant, je vendais des produits financiers. Aujourd'hui, je reste dans le secteur de la finance, mais je transmets un savoir. Tu sais, quand j'ai été arnaqué, quand mes associés m'ont volé, que tout a mal tourné, je me suis demandé, merde, qu'est-ce que je vais faire, en fait, tu vois?
qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je sais faire? Tu vois? Et dans ce que j'aimais particulièrement faire, et sur lequel je pensais avoir un ou deux skills, je savais que c'était la transmission de l'éducation, tu vois. Je pense sans prétention aucune avoir une certaine pédagogie. Et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Ben, c'est ça que je veux monétiser dorénavant, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir trouvé une espèce de balance et un équilibre. Je suis tellement corda, je suis tellement content, je suis 100% aligné. 100% aligné avec la vision que je veux avoir de moi. Tu sais, je vais le dire, je vais le confesser. Je me suis lancé il y a 3 ans dans un 10 years challenge. Je me suis dit, voilà, dans 10 ans, voilà les métriques que je veux avoir, tu vois, les objectifs que je veux avoir remplis, tu vois. Et dans mon chemin là, c'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal, tu vois. T'as écrit alors? J'ai pas écrit. C'est ça que je te disais, c'est que j'ai pas écrit, mais je l'ai dit. Ouais, voilà, j'ai un goal en tête et si Dieu veut, on y arrivera, tu vois. Mais précisément, ouais, c'est ça qui me drive. Ouais, qui me drive. Et donc fondamentalement parlant, il y a peut-être des choses que tu aurais fait autrement, mais tu n'as pas de regrets. Non, j'ai aucun regret. Enfin, je me dis, merde, tu vois. Si j'avais été un peu plus smart quand même, tu vois. Et en même temps, enfin, faut aussi dire les choses, c'est que on se rend pas compte comment ces 10 dernières années, le monde a vraiment changé. Hein. Je veux dire, on a un accès. Moi, tu sais, à l'instant là, ce que je voulais dire, c'est que j'ai compris que j'étais pas un entrepreneur en fait à l'époque. J'étais un super commercial, un hyper commercial, mais j'étais pas un entrepreneur. Tu vois, je ne comprenais pas certains concepts qu'aujourd'hui j'ai amplement compris, mais que j'ai compris pourquoi? Pas parce que j'ai été à l'école, mais parce que l'information aujourd'hui qu'on a autour de toutes ces notions sur Internet, c'est une dinguerie. Regarde, je te parlais de Stan Leloup, il est spécialisé en marketing. Je rate pas une seule de ses vidéos, tu vois. Aujourd'hui, la quantité d'informations qu'on peut avoir comparé à ce qu'on pouvait avoir il y a 10 ans, laisse tomber, frère. Tu vois. C'est vrai. Donc voilà. Et c'est là que tu te rends compte de l'impact que c'est que d'être né ou pas dans une famille où on te donne les bonnes informations. C'est pareil que l'éducation financière, hein, l'intelligence que tu peux avoir pour développer une entreprise. N'est pas grand entrepreneur qui le veut, surtout avant, quand tu n'avais pas les infos. Et ça me permet d'autant plus d'admirer des mecs comme Bernard Tapie, qui, dans les années 80, venaient du plus bas du secteur ouvrier, mais ont su monter des entreprises et on peut être aussi performant dans un milieu comme l'entrepreneuriat sans avoir toutes ces connaissances-là de base. T'en as quand même, il faut le dire, pour qui c'est inné. C'est quand même assez impressionnant. Alors pour lui, c'était pas inné, hein. Tu l'avais vu sa série? Ouais, quand tu vois que c'est pas inné. C'est un mec qui en veut et qui se crée des opportunités. Et en gros. Mais ça, c'est inné. Il vient pas d'une famille d'entrepreneurs où on lui a dit que l'entrepreneuriat c'est comme ça, comme si le marketing c'est ça, développer une entreprise c'est ça. On lui a pas appris. On lui a pas appris, mais en gros ce que je veux dire c'est que, pour moi c'est pas inné. C'est que à un moment donné, il a su, et t'as plein de gens qui ne le font pas, ça. Et c'est ça la différence qu'on a avec aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'il a fait à son époque est incroyable parce qu'il n'avait pas accès à l'information qu'on a aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui lui a permis de devenir Bernard Tapie? C'est la rencontre avec, j'ai oublié le nom du mec, mais le gars avec qui il monte le magasin, là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que derrière ça, il rencontre, derrière cette rencontre-là, il rencontre sa femme, effectivement, il rencontre un avocat aussi qui lui montre le business d'acheter des entreprises à un franc symbolique de l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui avait tellement faim, qui allait au-devant des choses. Et ça, pour le coup, c'est inné, tu vois. T'as des gens, en fait, qui ont cette faculté à réseauter. Et derrière, voilà, fin du monde, fin de tout, le mec, il a implémenté. Mais précisément, il avait quand même le bon état d'esprit, je pense. Tu vois. Non, mais carrément. Tout le monde n'a pas cet état d'esprit. Mais carrément. Et l'avoir sur ces années-là, je trouve ça. Carrément. Je trouve ça très très fort. Carrément. Et d'ailleurs, il le disait lui-même. Hein. J'aurais jamais dû être là. Enfin, j'étais pas
pas du tout prédestiné à être en face de vous, tu vois. Quand il a été. Mais hier, je sais pas si t'as vu dans le groupe de nos affiliés élites de la formation Nekao School, prenez rendez-vous. Je sais pas si t'as vu la vidéo que j'ai mis de Bernard Arnault. Non, j'ai pas eu le temps de la voir. Ok. Bernard Arnault, c'est pareil. Parce que quand on parle de transmission, quand tu vois en fait ce qu'il a fait avec ses enfants, les écoles, et dans la vidéo il te montre en fait les écoles dans lesquelles il a mis ses enfants, la manière dont il les a programmés. Aujourd'hui, chacun d'entre eux sont à la tête d'une des filiales de son empire LVMH. Frérot, tu vois, et ça c'est super important. Donc ouais, moi c'est ça. Toi c'est quoi, Frangin? Justement, ouais, je voulais revenir sur ça parce que mec, je suis tellement d'accord avec toi. Le pouvoir de l'influence. Des fois, je me dis vraiment qu'on a grandi dans un monde où il était vraiment fucked up, mec. Le monde, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est que toutes les nouvelles informations qu'on est en train de découvrir c'est violent, c'est percutant. Ça te remet en question sur tellement de choses. Mais en même temps, c'est vrai que ça semble beaucoup plus vrai que le monde dans lequel on a grandi. Je me dis, mais comment on a pu croire en toutes ces choses? Je parle notamment des personnes qui nous ont influencés, mec. Tu vois. T'as parlé des clips, mais sortons les noms. Mec, on s'est identifié à des P. Diddy, on s'est identifié à des R. Kelly, on s'est identifié à des Will Smith, on s'est identifié à des Brad Pitt. Mais regarde tous ces mecs ce qu'ils font. Regarde ce qu'il y avait derrière vraiment Jay-Z. Je me dis, mais dans quel monde on a grandi? C'était ça pour nous, être un homme, c'était ça. Des fois, je me dis, waouh. Pareil avec ce que tu disais sur le fait que... comment dire? Un mec comme Bernard Arnault, il a éduqué ses enfants d'une certaine façon et au-delà de leur léguer du bien matériel, il lui a légué de la connaissance. Moi, j'ai grandi dans un monde où on m'a dit c'est pas bien enfin, c'est quand même triste de naître dans un monde où tu es conditionné à, où on va attendre de toi ci, on va attendre de toi ça. Et en fait, aujourd'hui, petit à petit, alors c'est peut-être parce que je deviens père, hein, mais vraiment, je pense que c'est complètement faux de penser comme ça, en vrai. Tes parents, de par ce qu'ils ont connu de la vie, devraient pouvoir te permettre d'aller plus loin dans ce qu'eux-mêmes ont développé. Alors, si à un moment donné, tu sens que tu as une essence pour autre chose, tu peux développer ce que tes parents t'ont donné à ta façon. Et c'est même ça, ton rôle en tant qu'enfant, c'est de prendre ce qu'on t'a donné et de le transformer par rapport à toi, la lumière que tu as et ce que tu es, tu vois. Mais moi, on m'a vraiment éduqué en mode il faut absolument pas faire la même chose que tes parents, limite, tu vois. C'est ringard de faire ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Et je me dis vraiment, on a grandi dans un monde fucked up. De ouf. Moi, j'ai la sensation, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais j'ai la sensation que nos parents nous ont transmis et légué des valeurs profondes et fondamentales. Ça, c'est déjà la base. Et ils nous ont donné entre guillemets ce qu'ils ont pu, tu vois. Mais tu sais, pendant très longtemps, il y a des phrases qui tournent du genre c'est quand même triste de naître dans une famille, je sais pas, par exemple de charpentier et de devenir charpentier. Tu sais, c'est vu de façon ringard, le fait que tes parents viennent te léguer quelque chose et que tu ailles poursuivre ce qu'eux-mêmes ont développé. C'est vraiment sous-estimé. Ok, d'accord. C'est ça que tu voulais dire. Ok. D'accord. Ok. Ouais. Alors après, alors aujourd'hui, charpentier, tu vois, les gars, ils se mettent bien. Hein, tu vois, le bâtiment, c'est un secteur, voilà, qui a explosé et parce que moi, quand j'étais petit, charpentier, c'était la honte, tu vois. Alors que aujourd'hui, t'inquiète pas que tout va bien, tu vois. Ouais, tu veux dire un truc? Oui, c'est que dans le fond, je parle pas du fait que, enfin. Je dis juste que le simple fait d'aller poursuivre quelque chose que tes parents ont fait, ça a été, moi, dans la façon dont j'ai grandi, toujours mis en avant comme quelque chose de ringard. Mais après, l'objectif de vie, c'était de trouver quelque chose de différent. Ta voie, ta mission. Moi, personnellement, j'ai pas forcément ressenti ça dans le discours ambiant, tu vois. Mais après, il y a une réalité, en fait. Reprenons l'exemple de Bernard Tapie, si tu veux. Son père, il est quoi? Son père, il est ouvrier. Enfin, il a sa société de. Comment on appelle ça là? Enfin, je sais plus. Bref. Et honnêtement, Frangin, est-ce que tu peux en vouloir à Bernard Tapie alors que son père lui dit voilà, ce serait bien que tu reprennes la boîte? Est-ce que tu peux lui en vouloir qu'il ait pas voulu en fait faire comme son père? Quand tu vois que c'est un taf de malade mental qui était payé au lance-pierre, etc.
Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a des legs qui sont pas super sexy, hein. Faut pouvoir le dire aussi, tu vois. Et moi, ok, d'accord. Et c'est pour ça que je comprenais pas. Moi, je voulais aller sur autre chose. Mais précisément, Bernard Arnault, quand il lègue à ses enfants LVMH, bah ça va quoi, tu vois, c'est quand même pas mal. Tu m'étonnes que les mecs qui se soient quoi, bien concentrés à l'école pour se dire ok, j'ai récupéré la société de papa, tu vois. Donc c'est pour moi, je vois pas le mal en soi. Moi par contre, je pensais que tu disais et du coup j'avais mal compris, mais moi c'est de ça dont je voulais parler. J'aimerais bien que tu me dises ce que t'en penses. Moi en tout cas, j'ai été élevé au sein d'une famille qui m'a mis dans un certain framework, dans un certain cadre en fait, tu vois. Ce cadre-là, c'était l'école. Moi, je suis d'origine camerounaise et c'est super important l'école et la religion, tu vois. Et en fait, t'avais pas le droit de sortir de ce cadre, en fait. Et ça a été moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas, tu vois. Une prison, même une pression psychologique. Tu vois ce que je veux dire? Pas de par les valeurs qui m'étaient transmises. Enfin, je veux dire, il y a pire quand même, tu vois. Quand on te dit qu'il faut aimer ton prochain, quand on te dit, etc. Mais déjà, la manière, tu sais, dans la forme, ce qui était fait, c'était compliqué. C'est-à-dire que tous les dimanches, j'étais obligé d'être à l'église. Dans la semaine, t'avais des lectures de la Bible et tout. Et ça m'a apporté des choses. Parce que ça m'a apporté la rhétorique, ça m'a apporté le fait de bien m'exprimer. Moi, à 7 ans, je faisais des discours devant une salle de 70, 80, 100 personnes. Où je devais lire la Bible et je devais développer une argumentation, tu vois. J'avais 7, 8 ans, tu vois. Donc, ça m'a... T'as un côté un peu... pasteur, je dirais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en ce sens que je te parlais de transmission, de tout ça. C'est que moi, en fait, tout petit, j'ai fait ça. Donc, tu peux pas cracher sur cet héritage-là, tu vois. Mais, et c'est ça, moi, quand t'as dit ça tout à l'heure, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai un garçon. Il a 10 ans. La seule chose que je vais le pousser à faire et que limite je vais attendre de lui, c'est de se réaliser lui-même, en fait. Mais t'as pas l'intention de lui... Par exemple, aujourd'hui, on développe la Nikao School. On a quand même de grosses ambitions par rapport à cette Nikao School. Et tu ne t'arrêteras sûrement pas à ça, tu vois. Je l'espère pour toi d'ailleurs, que tu seras amené à développer plein d'autres choses. Potentiellement, ça peut représenter quelque chose d'assez conséquent. T'as pas envie de lui laisser ça, au-delà de lui laisser ça financièrement, t'aimerais pas... Ce serait quand même cool qu'ils se disent, moi, papa, j'ai envie de... porter la chose et la développer plus tard, tu vois. Ce serait super cool, mais ça doit pas être une obligation. Mais tu peux quand même l'y accompagner aujourd'hui. S'il le souhaite, et uniquement s'il le souhaite. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'en tant que parent, il y en a qui estiment que c'est... Au nom du fait que ton enfant doit se réaliser, il y en a qui ne veulent pas faire, je trouve, ce travail d'accompagnement. C'est à toi, en tant que parent, d'initier quelque chose. De même que Bernard Arnault a décidé des écoles dans lesquelles il a mis ses enfants. Même Elon Musk décide des écoles dans lesquelles il met ses enfants pour qu'ils soient amenés à développer des choses qui aillent dans le sens de ce qu'ils développent dans leur vie. Ouais, mais moi, ce que je crois, c'est que tu peux jamais véritablement obliger un humain à faire ce qu'il ne veut pas faire. Tu peux pas obliger, mais tu peux être stratégique pour maximiser les chances. Ça veut pas dire que tu obliges. Ouais, mais bon, moi, je vois pas les choses comme ça, en fait. Moi, tu sais, et tu sais, parce qu'on a fait la formation, le concept des 30 000 jours m'a retourné la tête. Ça m'a retourné. Quand je suis tombé sur ce truc-là, c'est simple, important, mais ça m'a retourné la tête. Pour faire simple, brièvement, le concept des 30 000 jours, c'est l'idée c'est même pas l'idée, c'est l'être humain, en moyenne, vit 30 000 jours sur Terre. Ok? Et, frangin, moi déjà, quand j'ai appris que c'était 30 000 jours, en fait, je me suis dit, quoi? Que ça? 30 000 jours? En fait, quand on dit que notre vie, c'est, tu vois, un souffle, c'est vraiment ça, frère. Tu as 30 000 crédits. Mais dis-toi que quand on dit que tu as 30 000 crédits, c'est 30 000 crédits quand on a conscience. Parce que tu sais, tu passes par, t'es bébé, après tu passes la petite enfance, après t'es un enfant, après t'es adolescent. Enfin, tu vois, il y a toute une étape où, en fait, t'es pas conscient de ça. Et quand t'es conscient de ça, je suis déjà quasiment à la moitié. Tu vois ce que je veux dire? Et la question, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la décision que tu prends? La moitié, c'est pas ton père qui doit décider pour toi. C'est pas la société qui doit décider pour toi. En fait, je parle pas de décision, mais je parle du fait que, tu vois, je trouve ça très juste ce que tu dis. La vie d'un être humain, c'est 30 000 jours.
Mais la vie d'un être humain, en prenant en compte ses ancêtres et ce qui descendra après lui, c'est beaucoup plus long. Ouais. Et quand tu prends ça en compte dans ta construction de vie, dans ce que tu veux léguer, et si tu avais hérité de cet état d'esprit-là de tes parents, tu aurais une vie différente de celle de la personne qui se dit j'ai 30 000 jours et je pense que par rapport à mes 30 000 jours à moi. Qu'est-ce que tes parents auraient pu te léguer, par exemple? Mes parents, ils m'ont quand même légué pas mal de choses, mais voilà, on va pas refaire l'histoire. On est né dans un contexte, on est né de parents qui ont fait le meilleur qu'ils ont pu dans un monde qui n'était pas équitable. Ils auraient pas pu me léguer beaucoup plus de choses que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Quoique, après, j'ai pas envie de remettre tu vois, de critiquer mes parents, mais peut-être qu'à un moment donné, s'ils avaient pris en compte le fait que effectivement, je dois laisser quelque chose à mes enfants pour plus tard, peut-être qu'ils auraient fait les choses autrement. C'est pas impossible. Moi, en fait, ce que je veux réussir à construire, c'est un écrin dans lequel mon fils aura des facilités, en fait, pour vivre. Ça, c'est ma mission à moi, en fait, tu vois. Je ne veux pas qu'il ait à trimer ou qu'il ait à se prendre la tête. Sauf si lui, en fait, moi, ce que je veux, pour te dire les choses clairement, je veux qu'il arrive à trouver son pourquoi. Je veux qu'il arrive à trouver son essence de vie. Tu vois ce que je veux dire? Et que ce soit pas dans l'idée d'être dans cette rat race de putain, il faut que je me lève le matin pour aller travailler parce qu'il me faut 1 500 € pour payer mon loyer. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais lui éviter ça. C'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Mais par contre, en fait, peut-être qu'on dit un peu la même chose, mais de façon un peu différente. C'est-à-dire que quand je dis ça, mais moi aujourd'hui, effectivement, j'ai une structure, j'ai une société et tout, mais je vais l'initier à ça, tu vois. Je te l'ai déjà dit. Voilà, tu vas l'initier. Mais je te l'ai déjà dit, par exemple, moi, mon fils, je l'ai formé à comment se filmer, à faire un peu de montage. Il a fait sa chaîne YouTube. Donc quelque part, tu influences. Bien sûr. Tu prends quand même des décisions qui vont dans un sens qui t'arrange. En fait, je lui présente les choses. Mais demain, il me dit, je veux pas de ton truc, frère. Il veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est totalement d'accord à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'on dit la même chose. Mais bien, enfin, après, c'est notre rôle, en fait. Moi, je mets ça dans le cadre de l'éducation. Moi, ce serait terrible que j'ai le sentiment de savoir que là, il y a une oasis, mais que je fasse pas boire mon enfant, en fait, tu vois. Pour moi, la solution, elle est là. Le monde, il évolue et aujourd'hui, tout se digitalise. Donc, c'est important pour moi, à 10 ans, qu'il sache comment tenir une caméra, qu'il sache s'exprimer devant une caméra. Donc, tu vois, il fait des présentations, tout ça et tout. Enfin, mais après, alors que moi, j'ai été dans l'obligation, moi. Moi, mes parents m'ont obligé à faire des choses que je voulais pas. Ce qui est d'autant plus tordu par rapport à ces époques-là, c'est que nos parents, enfin, moi, en tout cas, c'est peut-être moins vrai pour ma mère, mais globalement, nos parents, on peut pas dire qu'ils étaient forcément fiers de ce qu'ils faisaient au quotidien. Et c'est peut-être ça qui faisait qu'ils t'obligeaient à faire des choses, tu vois. Bah, pour le coup, eux, ils étaient, ce qui m'ont... Ils t'obligeaient à faire des choses pour que tu n'aies peut-être pas la même vie qu'eux ont eu, non? Mais c'est ça, en fait, et c'est pour ça que c'est très important de distinguer les choses. Et parfois, les gens qui manquent de recul me choquent. Je le dis vraiment comme je le pense. Ils me choquent. Parce que j'ai jamais douté de l'amour de mes parents. Tu vois, ils ont été maladroits, je le dis comme je le pense, mais je n'ai jamais douté de leur amour. C'est-à-dire que quand mon père il mettait la pression pour avoir des bonnes notes à l'école, c'est parce qu'il était persuadé que ces bonnes notes garantiraient un avenir à son enfant. Quand je lui dis je vais devenir consultant en gestion de patrimoine à mon compte, il y a 17 ans, il me dit mais t'es un grand malade mental, pourquoi tu rentres pas à la police? La police, frérot, pourquoi? Parce qu'à l'époque, à la police, je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, parce que tu étais fonctionnaire d'État, t'avais ton salaire, t'avais ton métier qui était garanti à vie. Donc, enfin, c'est bien les paroles d'un homme qui veut le meilleur pour son enfant. Mais est-ce que c'était, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était vrai? J'allais dire intelligent, tu vois. En tout cas, est-ce que c'était vrai? Non, oui, moi, je préférais ne pas avoir de garantie de salaire, faire le tour de l'Île-de-France avec ma voiture pourrie de l'époque, parce que je me disais, non, là, je sens qu'il y a quelque chose pour mon avenir, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que le meilleur moyen d'influencer ton enfant, parce que moi, oui, en tant que père, j'espère influencer mon enfant pour qu'il aille dans une direction que moi je semble bien pour lui, comme nos parents l'ont voulu pour nous et comme nos enfants le voudront pour leurs enfants. Je pense que le meilleur moyen de pouvoir emmener ton enfant dans cette direction-là, c'est de toi-même, à titre individuel, t'éclater dans ta vie.
Tu vois. Ouais, c'est sûr, mais moi je pense qu'il C'est comme ça que tu séduis tes enfants. Ouais, enfin oui et non. Que tu les inspires. Moi j'ai envie de te dire oui et non. Franchement, je te dis la vérité, frérot. En fait, je pourrais jamais en attester parce que j'ai qu'un enfant, tu vois. Mais des parents, tu sais, qui ont 2, 3, 4, 5 enfants, ils te disent quoi? Ils te disent, j'ai 5 enfants, ils sont sortis du même ventre. Hein. C'est des humains. Enfin, moi, j'ai une sœur, par exemple. On est des êtres humains totalement différents. Et toi, tu vas t'éclater dans ta vie. Peut-être que sur tes 3 enfants, il y en a 2 qui vont dire, ah, papa, trop bien tout. Et l'autre, vas-y, en vrai. En fait, c'est pas des ça, mais t'as des personnes, par exemple, comme Thuram. Tu vois qu'il a 2 garçons. Ces 2 garçons font du foot et sont en équipe de France. T'as Bernard Arnault. Gros entrepreneurs, ces 2 enfants récupèrent les sociétés et deviennent eux-mêmes gros entrepreneurs. Tu vois ce que je veux dire? Mais je peux te donner autant d'exemples d'hommes d'affaires accomplis, de célébrités, d'acteurs qui ont des enfants complètement soit fucked up, soit qui font complètement autre chose. Après, la réussite, c'est pas être bien dans sa vie. Hein. Être bien dans sa vie. Réussir financièrement et réussir sa carrière, etc. Ça veut pas dire être épanoui. On est totalement d'accord. C'est pour ça que je dis que moi, je pense que quand t'es épanoui en tant que parent, t'as de fortes chances d'influencer ton enfant. Les gars, dites-nous en commentaire. Voilà, c'est vous qui allez nous départager là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, je pense qu'il faut respecter l'essence des gens. C'est pas parce que t'es le père ou la mère de cet enfant-là que t'as entre guillemets droit de vie ou de mort sur lui. Non, entre guillemets, hein, ou que moi je pense qu'on surestime justement l'influence qu'on peut avoir sur nos enfants. Je te dis la vérité. Mon père, il a cru que, et des fois, tu vois, il me sortait, mais c'est incroyable, toi. J'ai l'impression, t'as vu, la pomme, elle est tombée, mais à des milliards de kilomètres de l'arbre, et c'était vrai, en fait. Tu vois, on n'a rien à voir. On ne voit pas du tout les choses pareilles. Je pense que on peut être plus ou moins bon dans l'éducation qu'on a avec nos enfants. C'est qu'un enfant, tu ne l'emmènes pas vers ce que tu veux. En lui disant ce qu'il faut faire, tu vois. Je suis d'accord. Tu l'emmènes vers ce que tu veux en ayant déjà, il faut avoir du recul, tu vois. Il faut avoir un vrai regard sur comment fonctionne la vie. C'est qu'effectivement, ça risque d'être compliqué de dire à ton enfant, il faut que tu fasses tel métier, mais tu peux lui donner un maximum d'armes pour qu'il pousse de façon droite. Mais moi, en tout cas, dans le travail qu'ont fait mes parents, j'ai l'impression, tu vois, que je suis plus ou moins droit, en fait, tu vois. Donc, il y a des choses qui m'ont transmises, qui sont exceptionnelles, qui me servent encore aujourd'hui et que je peux pas renier. Maintenant, tu sais, ce dont je te parle, et peut-être que vous autres là qui nous regardez ou qui nous écoutez, parce que voilà, ça on oublie souvent de le dire aussi, que les gens peuvent aller nous écouter sur Spotify et tout, et qu'on a mis le lien, il faut pas hésiter. Un maximum d'étoiles aussi. Exactement. Vous voyez peut-être de ce dont je veux parler, mais tu sais, dans les familles africaines, t'as beaucoup ça. Hein. Tu sais, la figure du père, c'est vraiment la figure de la puissance, et il impose véritablement, tu vois, son idée et tout. Généralement, c'est comme ça, tu vois. Et c'est un peu là-dedans que j'ai grandi. En tout cas, ça a été toxique. Tu sais que je me pose encore la question aujourd'hui. Hein. C'est fou parce que tu dis ça, parce que j'en parlais il y a 2 jours avec madame, tu vois. Et je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, je suis pas en mode à comment dire, à couvrir ou tu sais certains traumas, tu vois, que j'ai pu vivre en fait, tu vois. C'est pas impossible. Je me demande, franchement, aujourd'hui là, je suis dans une phase de ma vie où je me pose cette question, tu vois. Et moi, c'est pareil que toi. Si je me pose ces questions-là, c'est parce que moi, je suis j'ai grandi avec énormément de liberté, contrairement à toi. Énormément de liberté. Ça m'a permis de découvrir pas mal de choses, mais je dois bien avouer que ça m'a aussi, je pense que j'ai été désorienté à certaines périodes de ma vie, et que ça m'a fait prendre du retard sur beaucoup de choses parce que j'avais une vision du monde qui ne collait pas à la réalité du monde dans lequel on vit, tu vois. Et ça peut apporter énormément de, tu vois. Aujourd'hui, je me bats encore contre certaines choses, tu vois, de par ce conditionnement. Il y a du bon, mais il y a du moins bon. Et aujourd'hui, moi, voilà. Tu dirais que c'est quoi le moins bon? Le moins bon, c'est que tu prends du retard parce que tu vis dans un monde où il y a un système qui fonctionne d'une certaine façon. Et quand tu penses à l'envers du système, parce que tu es libre et que tu es à un moment donné, tu te prends le système en pleine claque parce qu'il est plus fort que toi. Tu te le prends en pleine face, tu vois. C'est quoi le système?
Bah, le système, c'est le monde dans lequel on vit, en l'occurrence, tu vois. Euh, Moi, tu sais, j'ai un grand frère qui à 16 ans, a décidé de vivre hors du système, qui a pris ses clics, ses claques, qui s'est barré en Afrique et qui ensuite est revenu en France, mais depuis vit dans un camion, tu vois. Et c'est pas qu'il est, il le fait pas par, il ne subit pas, enfin, comment dire, il ne subit pas. Il a pris cette décision, mais comment dire, il a pris cette décision, mais aujourd'hui, ça fait qu'il est quand même à côté. Et quand je dis du système, je parle de la façon dont est organisé le monde dans lequel on vit et dont la majorité des êtres humains vivent, tu vois. C'est comme si la majorité des êtres humains respectent un jeu. Et quand tu décides d'être hors du jeu, ben, t'es hors jeu. Et le fait d'être hors jeu à un moment donné, ça peut être très compliqué. Euh, je trouve, à titre personnel, pour trouver ton équilibre. J'ai du mal à m'exprimer, tu vois. Non, mais je crois voir, et là, c'est pour ça que je te posais la question. Est-ce que tu penses qu'il en est arrivé à cette décision qui peut sembler quelque peu extrême, parce que justement, il a eu tellement de liberté, comme toi, Ouais. que bah, du coup, bah, Une liberté de penser, tu vois. Une liberté de penser et de te diriger vers ce que tu veux sans aucune condition. Complètement. non, mais c'est intéressant parce que c'est fou, tu vois, comme quoi la vie, comment elle est dingue. Et on n'aura jamais assez de ces 30 000 jours pour pouvoir, tu vois, Non, la comprendre, en fait. de ouf. Parce que, tu vois, toi, t'as vécu l'extrême opposé de moi. Et finalement, je pense qu'en conclusion, sur ce truc-là, peut-être qu'on peut dire, c'est que les extrêmes ne sont jamais bons. Ouais, c'est ça. L'extrême liberté C'est ça. et l'extrême aussi, tu vois, compression, tout Et ça. la grosse, enfin, il y a une différence quand même entre mon grand frère et moi, hein, tu vois. Parce que mon grand frère, il a plus de 10 ans de plus que moi. Donc peut-être que si je suis un peu plus dans le système, c'est parce que mes parents ont appris Mmh. de ce qui s'est passé avec lui. Mmh. Et ils le vivent pas comme un échec, mais c'est quand même une vie assez particulière, tu vois. Bien sûr. Puis à un moment donné, vient impacter une famille, une fratrie, et tu te dis peut-être que je vais faire les choses un peu différemment, Bien sûr. mais l'essence a toujours été la même. Moi, j'ai toujours été libre de faire ce que je voulais. Bon, si il était 2 heures du mat et que je voulais sortir dehors, j'avais pas le droit, il y avait des règles à la maison, mais dans l'idée, dans la façon dont je pouvais me projeter dans ma vie et tout, et c'est pour ça aussi que j'ai été artiste et que c'est parce que j'ai toujours eu cette liberté. On m'a toujours dit, euh, si tu crois en ce que tu fais, enfin, à un moment donné, tu peux te diriger vers ce que tu veux, tu pourras faire ce que tu veux, tu vois. Je sais pas, moi je vois ça comme un super pouvoir, la vérité, hein, mais c'est peut-être dû à Aujourd'hui, nos... au final, je m'en sors pas trop mal. Et de même, tu t'en sors pas trop mal aussi. Mais tu c'est vois. ça, c'est que t'es tu sais pas, effectivement, peut-être que tu aurais pu être Denzel Washington, peut-être que tu seras Elon Musk demain. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire à mon enfant. Fais ce que tu as envie de faire, frère. Franchement, fais ce que tu as envie de faire. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Tu sais, ça, c'est des trucs qui me butent. Hein. Je suis d'accord. Je vais dire ça à mon enfant. Mais je peux t'assurer que je vais faire le nécessaire pour qu'il aille vers une certaine direction. Une direction de réussite. Je dis pas que je veux qu'il soit artiste, entrepreneur ou footballeur. Mais je dis que, de parce que j'ai compris le monde, je vais faire le nécessaire pour qu'il puisse réussir dans le système. Moi, je Tu pense comprends? que c'est le meilleur moyen de... C'est mon point de vue, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais pour moi, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Parce que à la fin des fins, il fera comme il veut. J'ai pas peur d'être déçu. Voilà. En fait, j'ai pas peur d'être déçu par lui. J'ai peur d'être déçu par moi. Mmh. Je veux me dire que j'ai donné le meilleur par rapport à ma lecture du monde, tu vois. J'ai pas laissé faire les choses. De même que quand tu as une plante chez toi, il y a une façon de nourrir cette plante. Avec un enfant, c'est la même chose, tu vois. Mais tu sais que je pense que, je veux pas parler pour tes parents, je vais parler pour les miens du coup, mais je pense que c'est le sentiment qu'ils ont. Oui, bien sûr. C'est le sentiment qu'ils ont, tu vois. Et pour autant, ça s'est pas passé, tu vois, comme, Oui, c'est comme vrai, ils voulaient. Et à entendre ce que dit mon père, tu vois, il est pas super satisfait, fier et content de la manière dont il a géré les choses. Donc, je pense qu'on dit sensiblement la même chose. Après, de par Après, en fait enfin, notre parcours de vie, peut-être que tu vois, on est plus ou moins. Enfin, je pense que mes parents ont les mêmes genres de ressentis que ton père, hein, mais sur d'autres choses, tu vois. Parce que il y a pas que moi, il y a aussi des parcours comme ceux de mes frères, etc. Enfin, il y a plein de choses que tu fais dans une vie et ils ont pas eu de la réussite, je pense, dans tout ce qu'ils ont fait. Donc des remises en question et je pense qu'ils ont sur plein de choses, ils peuvent avoir le même ressenti que ton Tu sais que père. ça me fait flipper. Hein. Ça me fait flipper parce que tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, je suis séparé de la mère de
de mon fils, en fait, je crois que ce qui me fait le plus peur au monde aujourd'hui, c'est qu'un jour, j'ai une conversation comme là, toi et moi, on a avec mon fils et qui me dit, ah, t'as vu, il y a eu ça, t'as fait ça. Mec, franchement, ça me tuerait, tu vois. Et ce qui est incroyable, c'est que tu peux monter, descendre. T'as très très peu d'enfants qui ont rien à reprocher à leurs parents, en fait, tu vois. Oui. Donc, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Peut-être que, enfin, non. Il y a même des enfants qui estiment avoir eu les parents idéaux. Alors oui, il y a eu des périodes de friction, mais pas de vrais reproches, tu vois. Pas de vrais reproches. Et moi, je relève le challenge, mec. non, ben frérot, sinon on abandonne. Voilà, c'est clairement. évident. Mais je suis complètement dans d'accord. ma vie, je vise le meilleur de mes chemins. Et mon objectif, c'est que mon enfant, plus tard, il me dise chapeau, papa. Ah non, mais ce serait beau. Hein. C'est l'objectif de tous. Est-ce qu'on passe à la suite? Ouais. Est-ce que toi, je voulais qu'on parle de ça. Est-ce que tu te sens comme étant quelqu'un d'introverti ou extraverti? Introverti. Ok, est-ce que tu peux dire pourquoi? Parce que, par exemple, tu vois, quand on est dans un groupe de personnes, j'aime pas être au centre de l'attention. Et pourtant, j'ai toujours été quelqu'un de visible. Et je te l'avais dit dans un de nos précédents podcasts, mais depuis tout petit, j'étais métisse avec les yeux bleus, donc on m'arrêtait dans les rues, etc. Ça m'a toujours mis extrêmement mal à l'aise, juste envie de ne pas être là, tu vois. Même aujourd'hui, forcément, c'est marrant parce qu'on est face aux caméras et forcément, je commence à titre personnel à avoir une certaine notoriété entre guillemets et à la fois, j'aime bien quand les gens viennent me voir pour me dire c'est bien ce que tu fais, mais ça me met toujours un peu mal à l'aise, tu vois. Ça me met mal à l'aise d'être vu comme un héros, d'être mis en avant. Quand on est dans des groupes, etc., prendre la parole, ça m'angoisse toujours un peu. Pareil sur les apparitions en public. Vraiment, ouais, ça me met mal à l'aise. Mais je le fais parce que gotta do what I gotta do. Il y a un aspect que j'aime bien aussi, tu vois. Mais voilà, je sais que je suis pas quelqu'un d'extraverti qui aime faire du bruit et qui aime. Moi, j'adore parfois. C'est même un challenge pour moi de parler pendant 2 heures, tu vois. Des fois, moi, je peux rester là pendant 1 heure ou deux et écouter la personne et je prends énormément de plaisir à le faire aussi. Donc voilà pourquoi je pense que je suis quelqu'un d'introverti. Je t'ai posé cette question parce que dans cette quête d'avoir à comprendre et savoir qui on est, t'as des gens qui se trompent. Tu sais, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de business, etc. Et on va recevoir ici des gens exceptionnels avec des parcours exceptionnels. Mais savoir qui tu es te permet aisément, notamment quand tu décides d'emprunter le chemin de l'entrepreneuriat, d'adapter au mieux tes stratégies, ta façon de faire, tes méthodologies à ta propre personne. Et c'est indispensable. À l'heure où on parle là, je sais pas si tu as regardé, si tu as suivi ça, mais il faut savoir qu'il existe, et elles explosent sur Internet, sur les réseaux sociaux, des communautés d'introvertis. Tu vois, des communautés d'introvertis. Et pour faire simple, on dit de quelqu'un d'introverti, quelqu'un en fait qui arrive à régénérer son énergie quand il est seul. Tu vois ce que je veux dire? Quand il est dans son coin. Et quelqu'un d'extraverti, c'est quelqu'un qui au contraire, lui, puise son énergie dans son rapport aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Dans les grandes lignes, c'est ça. Et c'est super important, en fait, quand tu as ce recul-là, de savoir du coup, ok, de par la personne que je suis, voilà la méthodologie ou la stratégie que je vais mettre en avant pour pouvoir, en fait, m'exprimer, pour pouvoir mettre en avant mes produits. J'évite le mot exergue, pour pouvoir, parce que voilà, on a ce tic-là. On est aligné. Ouais. Et toi, le verbe aligné. C'est super important. C'est marrant ce que tu dis parce que. T'avais cette définition, toi? Non. Okay. Non. Je voyais pas ça comme ça. Mais si tu dis que ce qui te donne de l'énergie, c'est, si ça joue sur ce qui te donne de l'énergie, je me demande si c'est pas être entouré de monde qui me donne de l'énergie, tu vois.
franchement, je sais pas. Je m'étais jamais vraiment posé cette question. Et toi, du coup, alors, tu dirais que t'es Non, introverti ou ouais, moi je suis clairement introverti. Je suis clairement introverti et j'ai bien aimé du coup le côté un peu schizophrénique que t'as mis en avant parce que je suis introverti, mais en même temps, c'est comme si depuis tout jeune, j'avais besoin de l'amour et du coup de l'attention des gens. Ce qui me met super mal à l'aise. Va comprendre, frangin. C'est ça qui est complètement dingue, tu vois. No sense. C'est que je vais arriver dans une pièce, je ne suis pas la personne que tu entendras en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vais intervenir lorsqu'on va me donner la parole, mais c'est pas moi que tu vas voir faire le show, tu vois. Et cette attention, en même temps, elle me glace. Ça me fait toujours bizarre, moi aussi, de par les petites choses qu'on a faites quand je vais dans certains événements. Ah, Tracy, tu connais pas la personne, mais la personne, elle te suit, elle te dit, ça fait toujours un peu bizarre. Tu vois, il y a quelques temps, j'étais invité là à un événement. À un event, je commence à me soigner en fait, tu vois, depuis que je suis sur les réseaux et tout. Mais tu vois, j'arrive à l'event et tu vois, je suis solo en fait, et je connais le vrai personne. Et c'est toujours un challenge en fait, tu vois. Parce que quand je dis aux gens que je suis introverti, les gens disent quoi introverti, parce qu'ils font, pour eux souvent introverti c'est timide, etc. Ouais. Et il y a une dimension de timidité, tu vois. Mais enfin, tu sais, je vais être avenant, tu vois, tu vas venir me parler, il y a pas de problème, tu vois. J'arrive à cet event et frérot, ça a été une guerre contre moi-même. Hein. Tu sais, pour afficher bonne figure, parler, etc. et tout. Et en fait, c'est tellement vrai que quand je vais arriver, s'il y a une personne qui va plug avec moi, mais frérot, je peux la tenir peut-être pendant 30, 45 minutes, 1 heure, tu vois ce que je veux dire? Parce que ce travail d'avoir tu vois, à échanger avec tout le monde et tout, je suis un peu mal à l'aise par rapport à ça, tu vois. Et je pense que c'est important, je te dis qu'il y a des communautés énormes d'introvertis aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que en fait, t'es quand même dans une aujourd'hui dans une. Pour ça, quand t'as dit do what I gotta do, on est dans une société où l'attention c'est primordial aujourd'hui. Quand tu arrives à avoir de l'attention autour de ta personne, t'as quasiment la garantie de plus jamais être pauvre dans ta vie. Est-ce que c'est quelque chose que t'as compris assez tôt, toi aussi, là-dessus? J'ai toujours été, pour moi, ça a toujours été ça la réussite, mais maintenant j'en viens à penser un peu à l'inverse. Apprendre à accrocher l'attention, oui. Apprendre à accrocher l'attention à travers ta personne, pas forcément. Je pense qu'il y a plusieurs moyens de réussir, tu vois. Et je le vois de plus en plus, enfin, je le vois d'autant plus à travers ce que l'on développe aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a ce programme qui est la Nekao School. Cette Nekao School existe et est renommée essentiellement grâce à notre personal branding. Mais on voit aussi petit à petit que cette Nekao School peut être nourrie grâce à d'autres figures. Et que à un moment donné, ces autres figures, c'est quelque chose qui peut être financé. Et tu as énormément de personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat, tu connais pas leur nom, tu vois, qui sont dans l'ombre. Il y a plusieurs façons de réussir, mais effectivement, attirer l'attention est un facteur qui te permet de réussir dans le monde dans lequel on est. Et c'est vrai que c'est assez schizophrène pour des personnes comme nous, mais en même temps, je trouve que c'est un bon exercice parce que ça t'aide à développer énormément de skills et de confiance en toi. Moi, en tout cas, ça m'a permis d'en développer. Il est évident que la personne que tu vois là, c'est pas du tout la personne que j'étais avant. Et je prends beaucoup de plaisir à me voir comme ça, tu vois. Pareil, sur des événements, ça m'est arrivé de me retrouver sur des événements seul, à me dire, je vais pas y aller, je vais rester chez moi et tout. Tu vois. Et j'y vais. Je vois tellement ce que tu veux dire. C'est vrai que là, toujours une angoisse. Mais ce qui est agréable, c'est que moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est que à un moment donné, tu as cette conversation avec quelqu'un et ça te lance dans un truc où du matin au soir, tu ne fais que parler à différentes personnes parce que ça te met dans une énergie, dans une certaine lumière qui attire des personnes et au final, tu as passé une journée. Je suis sûr que quelqu'un qui te voit de l'extérieur se dit que tu es extraverti, tu vois. Alors que non, en fait, tu es juste dans un bon rythme parce que tu t'es forcé et que après tu as pu choper une habitude qui va faire que tu vas être attrayant envers les autres. C'est ça. J'allais te demander si pour toi c'était plutôt une qualité ou un défaut d'être introverti, extraverti. En ce qui me concerne, je prends beaucoup de plaisir à être introverti, même de par les échanges que j'ai avec des personnes qui découvrent que je le suis. Parce qu'on me fait souvent la remarque une fois qu'on commence à avoir de vraies conversations avec toi, c'est « Ah, mais en vrai, t'es beaucoup plus calme que ce que je pensais, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus, tu vois ?»
Et je trouve que c'est un peu comme si l'image extravertie c'était ma protection et ma partie introvertie c'est le vrai cadeau que je peux offrir à une personne, tu vois. Même dans les rendez-vous que t'as pour aider quelqu'un à s'améliorer financièrement, tu sais, il y a toujours un rapport que t'as avec la personne et cette connexion qui se crée, elle se crée sur ma partie introvertie parce que c'est ce qui touche aussi l'autre personne dans ce qu'elle vit, tu vois. Moi, j'ai longtemps considéré que c'était un défaut d'être introverti parce que j'avais l'impression que ça m'empêchait de m'exprimer comme je le souhaitais en fait. Tu vois, Johnny Hallyday, c'est le GOAT. C'était le GOAT en France. C'est le GOAT pour beaucoup encore aujourd'hui. Jacques Brel, c'est une légende. Après sa mort, on parle encore de lui. Et on t'explique que c'est des gens 1 heure, 5 heures, 10 heures, 24 heures avant leur show, ils étaient malades de savoir que là, ils devaient monter sur scène dans 24 heures en fait. Mais malades à en vomir, tu vois. Et moi, j'ai longtemps pensé que c'était un défaut parce que j'avais l'impression que j'arrivais pas à être, tu sais, moi-même, tu vois. Et quand je dis moi-même, c'est dans le sens où quand tout est ok, je veux dire que je te connais bien et tout, mais frérot, je suis un ouf en fait, tu vois, je suis très délire, je suis très truc, j'ai mes trucs, mais par contre, tant que cette barrière n'est pas passée, je peux être très sur ma réserve. Et quand je te dis que j'ai longtemps pensé que c'était un défaut, c'était principalement à l'adolescence, tu vois. À l'adolescence, au moment où justement tu crées des relations et notamment avec les jeunes femmes, tu vois, c'était quelque chose qui m'handicapait. Ne m'en parle pas mal, tu vois. C'était handicapé de fou. Voilà, tu vois, c'était vraiment compliqué. Il a vraiment fallu que j'arrive au lycée pour me révéler et comprendre que finalement, en vrai, t'as vu, on est des hommes. Et ça veut dire quoi être un homme, notamment dans ton rapport aux femmes? Bah, ça veut tout simplement dire que si jamais tu dois attendre que les meufs que tu veux elles viennent à toi, tu vas attendre très 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 longtemps, tu vois. Et concrètement, je me rendais compte aussi que tu avais des mecs qui n'étaient pas forcément les numéros 1 du lycée, tu vois, à tout point de vue et tout, mais qui arrivaient malgré tout assez dur parce qu'ils avaient notamment, tu vois, cet état d'esprit extraverti, tu vois. Et donc je me disais merde, mais en fait pourquoi je suis, tu vois, introverti comme ça. Et aujourd'hui, comme toi, j'aime beaucoup ça parce que en fait vraiment, alors on a cette petite différence toi et moi, mais moi mec, je suis très bien tout seul en fait. Moi vraiment j'aime mes moments, tu vois, où je sais que là t'as vu, je suis solo et aujourd'hui c'est même un art de vivre pour moi, vraiment, tu vois. Là où toi je crois que c'est un peu différent. Ouais, pour l'instant en tout cas j'ai pas su vraiment trouver ma balance quand je suis seul parce que j'ai l'impression justement de pas trouver l'énergie qui me motive à faire des choses quand je suis seul. Je fous rien, je trouve pas l'énergie. Je saurais pas l'expliquer hein. Je me souviens à un moment donné par exemple ma femme est partie en vacances avec mon petit, tu vois, et je me suis retrouvé une semaine seul. Je trouvais pas la motivation pour rien faire. Tu vois, même quand j'étais plus jeune, à une époque, quand j'étais à Londres et que j'étais seul, j'étais triste, mec, tu vois. Je me sentais pas bien, tu vois. Non. J'aime être entouré de personnes pour le coup. Donc c'est vrai que c'est très étrange. Pas trop de personnes, tu vois, mais juste un petit socle, une petite base. Ça s'entend, ça s'entend. Je suis un soleil et j'ai besoin je suis la terre et j'ai besoin de ma lune. Non, ouais, non, mais ça s'entend amplement. Coup de cœur ou bien? J'avais une petite étude de cas, je sais pas si on a le temps. Ça va être juste un frère, hein. Vraiment. Vas-y, on le fera pour la prochaine fois. Petit coup de cœur, ouais. Est-ce que tu as regardé l'interview de Terrence Howard avec Joe Rogan? Ouais. Je l'ai pas vu. J'ai un pote qui m'en a parlé. Il t'a dit quoi? Il m'a dit que c'était une dinguerie. Déjà, qu'il était choqué parce qu'il savait pas que cet acteur, tu vois, avait ce niveau de génie.
Tu vois. C'est ouf. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis la vidéo, mais je l'ai pas encore regardée. Par contre, j'ai vu une vidéo qui traite des brevets qu'il a déposés et tout ça. Et mais je vais regarder tout ça. Ouais. C'est alors pour ceux qui ne le savent pas, hein, Terrence Howard, c'est donc un acteur, notamment qui a joué dans Get Shit or Die Trying. C'est aussi le Lucius dans Empire. Enfin, c'est un acteur très reconnu et super talentueux. Moi, je l'adore en tant qu'acteur. Et effectivement, déjà, je savais pas que c'était un génie à ce point-là. Et ça me régale, d'autant plus que moi, j'adore ce genre de profil, tu vois. C'est le mec, il est acteur, mais tu te rends compte que... Mais d'ailleurs, vous avez le même profil. Ouais, c'est sans me vanter. Hein. Bon, j'ai pas déposé de brevet. Mais... non, mais clairement, je m'identifie vraiment à cette personne parce que je me retrouve beaucoup, en tout cas dans ce qu'il dit. Tu vois, même aujourd'hui, voilà, il dit que l'acting, il se rend compte que c'était une façade, mais que ça lui a empêché de partager au monde ce pourquoi il était vraiment là et qu'aujourd'hui il a vraiment la possibilité de léguer quelque chose à l'humanité carrément. Mais ça c'est vraiment mon genre de c'est mon genre d'état d'esprit. Mais d'une part, j'ai été vraiment mec, j'ai regardé ces 3 heures de podcast en anglais, frère. Je les ai regardés du début à la fin avec madame en plus. On a été captivés. C'est du génie. C'est du génie. C'est chaud de ouf hein. Et c'est beau de voir moi, en fait, quand mon pote il me parle de ça, je dis mais attends, on parle bien du même gars. Attends, du coup, je vais sur Google et tout. Il me dit mais oui, lui. Et en fait, c'est fou de voir. Tu sais, tu parlais tout à l'heure du côté sombre des gars là. Bref, on va pas les reciter. T'en as parlé tout à l'heure. Mais t'en as d'autres aussi qui cachent des trésors. Des lumières. Et lui, tu le voyais comme ça. Il a des films où il faisait le gangster, le méchant. C'est vrai qu'il joue toujours effectivement ce qu'il a dit, le bad guy. Ouais, le bad guy. Ouais, c'est vrai effectivement. Alors qu'en fait, le gars, il a un cerveau tellement énorme. Moi, je trouve. Enfin, je reviens sur cette histoire des 30 000 jours, mais je trouve ça beau de réussir en fait à éclore de cette façon. Et à effectivement participer à ta façon à l'avancée de ce monde. Donc ouais. Donc très voilà, fort. je parle de allez regarder ça les gars. Parce que voilà, allez regarder ça. Moi ça m'a vraiment inspiré, ça m'inspire d'autant plus justement dans ce que tu disais, c'est que pendant très longtemps, je pense que nous les hommes, que ce soit les hommes avec un petit H ou même l'humanité, on s'est identifié aux mauvaises choses, tu vois. Et voir des personnes éclore de cette façon et sentir que ce qu'elles ont à partager sont des choses qui sont intrinsèques à ce qu'elles ont toujours pensé, à ce qu'elles ont développé, à leur passion, à une flamme qu'elles ont en elles, c'est très inspirant, tu vois. Et moi-même, ça m'aide au quotidien et je t'encourage aussi à aller voir ça, frérot. Ouais, je vais regarder, c'est totalement prévu. Allez, je vais finir moi sur mon coup de cœur. J'en avais 2, mais je parlerai de l'autre une prochaine fois. J'adore le MMA. Et mec, tu vois qui c'est Israël Adesanya? Ouais. C'est un champion, c'est un hyper champion. Il a défendu sa ceinture de champion du monde plusieurs fois. Il a rossé sa catégorie et à un moment donné, il est tombé sur un problème. Ce problème s'appelle Alex Poatan Pereira. Un mec en fait qui l'avait déjà combattu dans son sport de prédilection qui est le kickboxing et qui l'a retrouvé du coup dans le MMA. Et premier combat qu'ils ont fait, Alex Pereira le bat. Et mon coup de cœur il est là, c'est que Israël Adesanya il a une chaîne YouTube. Et en fait, ils appellent ça la Fight Week. Lors de la Fight Week, donc la semaine de combat. Les mecs, en fait, ils te mettent des vidéos pour te montrer comment ils se sont préparés, comment est-ce qu'ils vont aborder le combat, etc. Et franchement, les gars, si vous aimez tout ce qui est dépassement de soi, programmation mentale, etc., allez regarder la série de vidéos, donc il y en a 7 d'Israël Adesanya pendant cette Fight Week où il te montre le deuxième combat, parce que du coup, il y a eu un rematch, le deuxième combat avec Poatan. Frérot, tu sais, j'ai regardé ces vidéos-là déjà. Masterclass. Mais c'est exceptionnel. On se rend pas compte. On vient de parler de Terrence. On se rend pas compte qu'il y a des gens en fait qui vont au bout d'eux-mêmes, vraiment. Et ces mecs-là, on les appelle les gladiateurs des temps modernes parce que ce qu'ils font, c'est
incroyable en fait. De s'enfermer dans une cage quand tu sais que l'autre gars en face, il veut te démonter la tête, c'est pas tout le monde qui peut le faire, tu vois. Mais la résilience, et si tu veux, il avait une telle pression. Je te parle d'un mec qui a été multiple champion du monde, tu vois, qui est une référence en matière de MMA et qui a trouvé, en fait, on l'appelait son croque-mitaine. Parce que ce mec l'a battu en kickboxing, il est venu en MMA et même en MMA, il l'a battu là où lui, il battait tout le monde, Adesanya, tu vois. Et donc, ce deuxième combat, s'il perd ce combat, Frangin, il perd tout. Ses sponsors, avec sa team, ça aurait été compliqué. Il perd son statut. En fait, il aurait tout perdu vraiment, tu vois. Et il a une telle pression que le dernier entraînement avant qu'il voyage pour aller faire ce combat-là, frère, il pleure en fait. Il fait un discours presque d'adieu à tous les membres de sa team. Et tu sais, les teams comme ça, ils ont souvent un côté brotherhood, tu vois. C'est vraiment des gens qui sont très 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 proches les uns des autres. Et pendant qu'ils parlent, ils pleurent, mais le staff, tout le monde pleure, gars. Tout le monde est conscient que... Ils savent que là, il va à la mort, frérot. C'est une pression de malade. Frérot, il était 6h30 du matin quand il a mis KO Alex Pereira. Moi-même, frérot, j'étais dans un truc, parce que comme j'avais suivi cette semaine, tout suivi en direct. Mec, c'était tellement fort en émotion et le discours qu'il fait derrière quand parce que c'est comme s'il avait battu son démon, en fait. En fait, on n'imagine pas ce que ça veut dire, tu vois. Tu t'es déjà tapé? Battu? Ouais. Quand tu te bats contre quelqu'un, tu sais pas si tu vas gagner. Oui. Tu sais pas comment ça va finir. Mais quand tu le fais devant le monde entier, que ta famille, en fait, elle est tongée parce que si tu perds ça, tu perds tout. Frérot, c'était magnifique. Donc franchement, je m'arrêterai là-dessus, je pourrais en parler des heures. Allez regarder cette semaine, c'est exceptionnel. Yeah. Les gars, merci de nous avoir suivis. Vous êtes vraiment les meilleurs. Vous savez que ce podcast, c'est un podcast qui a été créé par la communauté, pour la communauté. On vous remerciera jamais assez de nous faire confiance. Prenez rendez-vous si véritablement vous voulez comprendre ce qu'il en est des rouages autour des marchés financiers, de la crypto-monnaie, de l'immobilier, que vous souhaitez tout simplement avoir une meilleure gestion autour de de vos salaires, de votre argent. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, c'est gratuit, les gars. Suivez-nous, d'accord? Cliquez sur cette cloche et n'hésitez pas également à aller nous écouter si vous voulez pas forcément le faire sur YouTube, c'est pas toujours le plus facile. On est également en audio sur toutes vos plateformes, Spotify, Deezer, tout ça là. Et puis les gars, on se retrouve. Vous savez qu'on a un épisode tous les 15 jours. Hein. Donc voilà. D'ici la rentrée, peut-être que ça changera. Bon d'ailleurs en ce moment. Ouais. On respecte la chronologie. Ouais, on est bien. Des bénédictions les gars sur vous. On est ensemble. Yeah. Peace.